Chers fidèles, bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir que je reçois ce soir pour cette première causerie littéraire de l'année 2025 Tristan Saul. Tristan Saul se nomme en réalité Grégoire Courtois et écrit, paraît-il, depuis toujours. Après avoir livré de nombreux textes aux sphères du numérique, il publie entre 2011 et 2019 aux éditions du Cartanier 4 ouvrages, tous bercés par la dystopie. Je cite les titres: Révolution, Suréquipé, Les lois du ciel et Les agents. Puis en 2020, Grégoire Courtois fait naître son double littéraire, Tristan Saul, et s'attelle à un pari d'écriture d'un autre genre au sens propre, puisqu'il s'agit du roman noir, le tout sous forme d'un cycle intitulé Les Chroniques de la Place Carrée. Ces chroniques sont aujourd'hui au nombre de 5. Mathilde ne dit rien, 2021, Héroïne, 2022, Jour encore, nuit à nouveau, 2023, et puis on aura vu la mer, 2024, et enfin Les 7 robes, 2025. Tristan Saul, je sais que vous avez l'habitude de faire salle comble lorsque vous interviewez vous-même des écrivains que vous invitez dans votre librairie. Je vous remercie donc d'accepter cet échange de rôles et de devenir pour un soir l'écrivain à dévoiler. Bonsoir Tristan Saul. Bonsoir. Alors, mes causeries se structurent toujours, comme je vous l'avais dit, autour de 3 axes. Le premier axe concerne ce que j'appelle les genèses, c'est-à-dire d'abord genèse de l'auteur et puis ensuite genèse de l'écriture, même si évidemment l'une ne va pas sans l'autre. J'ai donc pour habitude de commencer mes causeries par un retour aux sources ou aux premières fois décisives. Est-ce que vous vous souvenez de votre premier texte, de votre premier lecteur, du premier manuscrit envoyé, en somme, de ses premiers pas vers la littérature ? Alors, je m'en souviens, et à la fois, c'est un souvenir qui est pas forcément très net, puisque j'étais convaincu d'avoir écrit mon premier texte en CM2. C'est-à-dire que enfin, il y avait, voilà, pour moi, c'était la seule chose que j'avais faite avant vraiment me lancer dans d'autres projets. Mais j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, mon père a vidé un peu son grenier et m'a ramené des cartables de l'école primaire. Et je me suis aperçu que pendant cette année de CM2, j'avais pas écrit ce texte-là seulement, mais plein d'autres textes, qui étaient des petits textes que j'avais pas fait spontanément, hein. C'était mon instituteur de l'époque qui m'avait poussé à faire ces textes-là, comme tous les autres de la classe, hein, j'imagine. Mais en tout cas, j'ai retrouvé des textes d'imagination, c'est-à-dire que c'était vraiment pas des exercices ou des choses comme ça, c'était vraiment des textes d'imagination. Et j'ai été assez stupéfait par la pertinence, ou en tout cas, c'est des petits trucs, hein, mais en tout cas, ça m'a vraiment beaucoup fait rire. Et je me suis dit, mais en fait, à cette époque-là, déjà, j'avais envie de raconter des histoires. Ce qui, voilà, ça remonte clairement au CM2, à cette époque où j'ai mis le pied à l'étrier, on peut dire, par cet instituteur. Et puis ensuite, j'ai jamais cessé d'écrire de la fiction, des histoires, de la poésie, pour moi-même, pour les autres, pour un espèce de public un peu flou qui est celui de l'écrivain, en fait. Donc le premier texte, il date de CM2, vous le datez en primaire, vous le redécouvrez il y a peu. Et le premier lecteur, c'est-à-dire le premier moment, au-delà de l'instituteur, j'ai envie de dire, hein, le premier moment où on se dit, ok, allez, j'y vais. Et je livre mon texte à quelqu'un qui, justement, n'est pas de l'ordre de la pédagogie, hein, d'accord, mais qui peut-être pourra être une sorte de parangon de lecteur. Alors en fait, moi j'ai coutume de dire, enfin je le dis pas souvent, mais je le pense en tout cas vraiment sincèrement en ce qui me concerne, c'est que j'ai toujours écrit peut-être pour un seul lecteur. C'est-à-dire j'écrivais pas pour moi, pas seulement, enfin même pas du tout je pense. Je pense que l'acte d'écriture, même si je sais qu'il y a des gens qui écrivent leur journal et qui le garderont pour eux jusque dans la tombe, moi je sais que mon processus d'écriture a jamais été comme ça. Ça a été toujours un processus de communication vers quelqu'un d'autre. Et à ce titre, je pense que j'ai toujours eu, si j'avais un seul lecteur, ça me suffisait, et j'ai souvent eu un seul lecteur en fait tout au long de ma scolarité, c'est-à-dire avant que vraiment ça devienne quelque chose de très public et d'être publié, etc. J'ai toujours eu une personne qui lisait mes livres
rarement plus. Et donc cette personne-là, originelle, je dirais que je ne sais pas qui elle était au collège, mais en tout cas, tout au long de ma scolarité, je peux comme ça me souvenir d'un ami ou d'une amie qui a été mon premier lecteur ou ma première lectrice, et pas seulement le premier, mais le seul en fait. C'est-à-dire qu'une fois que j'avais l'avis de cette personne, ça me suffisait. J'avais pas besoin d'autre chose. Et ça m'a poursuivi pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'avant que je décide d'être édité réellement, il s'est passé vraiment beaucoup de temps. Je me suis contenté très longtemps de cet unique lecteur ou lectrice. Et comme je disais tout à l'heure, vous mentionnez beaucoup, enfin il est mentionné beaucoup à votre sujet que vous avez livré de nombreux textes aux sphères du numérique, mais dans ces cas-là, ce lecteur, il n'existe pas. Vous l'imaginez, c'est un lecteur comment? Alors oui et non, parce que mine de rien, même à l'époque où je mettais mes livres, enfin mes livres, c'était pas des livres, hein, c'était des textes que je mettais en ligne, mine de rien, il y avait des réactions, puisque Bien sûr. il y avait des forums, il y avait des discussions, j'avais un site, j'avais un blog, enfin j'ai toujours, hein, mais à l'époque j'avais un blog aussi, avec des commentaires, avec des gens qui réagissaient, qui me suivaient, que je connaissais pas forcément, c'était pas forcément mon cercle d'amis, mais j'avais une communauté de lecteurs, malgré Mm. tout. Donc, ce qui était l'équivalent peut-être de ce qu'aujourd'hui connaissent les gens avec Wattpad, avec ce genre de choses, hein. C'était tout à fait similaire, sauf que c'était beaucoup plus confidentiel dans le sens, enfin, je sais pas ce qui est le plus confidentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Wattpad, quand on est noyé dans la masse des millions, on est complètement anonymisé. Mais moi, à l'époque, voilà, j'avais des lecteurs que je connaissais pas du tout et qui pourtant m'apportaient des commentaires qui pouvaient être constructifs sur mon travail. Et ce premier pas du numérique au manuscrit envoyé, justement, c'est à partir de quand? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous pousse? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous encourage? Est-ce que c'est vous qui franchissez le pas? Comment ça se passe? Ou est-ce que c'est parce que vous craquez sur une maison d'édition et que vous vous dites, ok, c'est là que doivent être publiés mes textes? Comment ça se passe? Parce que c'est quand même un sacré pas à franchir. Oui, d'autant que j'avais écrit un roman fin des années 90, mais un vrai roman cette fois. C'est-à-dire c'était vraiment un livre, quelque chose d'assez long, qui était assez imbitable à lire en PDF ou sur écran. Je veux dire, c'est ça, c'est en termes de volume, on a une capacité, il faut se souvenir, moi je suis un peu un ancien, hein, donc il faut se souvenir que les premières tablettes apparaissent quand même autour des années 2005, hein, si je me trompe pas, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire que moi, quand j'écris en 1999 un roman, si je le mets sur Internet, pour le lire, il faut que quelqu'un soit assis sur sa chaise devant son écran. Il peut pas se balader dans son lit avec sa liseuse pour lire mon roman. Donc il est obligé. Donc c'est très compliqué, c'est très rébarbatif, ça demande une implication que personne n'a envie de suivre en fait. Il y a très peu de gens à cette époque qui lisent des romans sur écran. Donc la question, pour moi, elle s'est pas posée pour mon premier roman, que j'ai jamais publié d'ailleurs, qui existe toujours sous forme numérique, mais uniquement. Et ensuite, parce que là j'étais très militant sur le droit d'auteur, enfin sur l'absence de droit d'auteur en l'occurrence, hein. Moi je faisais partie des grandes mouvances du logiciel libre, et par extension de l'art libre aussi. Donc il me paraissait complètement aberrant de faire payer pour mon travail, faire payer pour lire ce que j'écrivais. Enfin moi j'étais vraiment dans les débuts d'Internet où on considérait que l'échange des savoirs, l'échange de culture, c'était indispensable. Je le pense toujours dans une certaine mesure, mais ça n'empêche que ce premier roman, donc, il a été diffusé de cette manière-là. Il a eu à peu près, 5 lecteurs, je pense, et encore. Mais je sais qu'il y en a eu quand Mais même. envoyez-le-moi, ça fera 6. Ouais, non, mais bon, je suis pas sûr que j'ai envie de m'y replonger. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça c'était le premier. Et il y a eu une deuxième phase, c'était effectivement quelques années plus tard, 2007-2008. Et donc là, le numérique a un peu changé, les outils de lecture numérique ont un peu changé. Mais il n'empêche que c'est encore compliqué de lire un livre entier sur un écran, ou même sur une tablette, sur un iPad, ou que sais-je. Ce qui fait que là, je me lance dans un projet qui à l'origine ne devait pas être un roman, ça devait être juste une succession de textes courts qui devaient être dits sur scène, ce que je faisais à cette époque-là. Je faisais beaucoup de textes lus, j'allais sur des scènes de théâtre, de poésie, etc. pour lire mes textes. Et donc là, ce texte-là, qui devait être une succession de textes courts, un petit recueil,
a pris de l'ampleur et est devenu tellement important en termes de volume de lecture que là, je me suis dit, bah ça, si je mets ça sur Internet, personne ne lira jamais. C'est impossible. Or, on est en 2007, c'est le moment où Sarkozy vient d'accéder à la présidence de la République, où le texte est en lien direct avec le monde du travail, avec tout ce que prône de valeur travail le nouveau président Sarkozy dans sa campagne et puis ensuite en tant que président. Et donc ça me paraît important que les gens lisent mon texte assez vite, puisque je l'ai écrit pour ça. Euh, Ce qui fait que là, effectivement, j'ai une démarche de recherche d'éditeur. Parce que là, je me dis, ce texte-là, il faut qu'il soit... j'ai envie que des gens le lisent. Ce qui n'était pas le cas forcément auparavant. Comme je disais, un seul lecteur, avant, ça me suffisait. Et je passais à autre chose. Mais là c'est un peu différent. C'est un geste un peu plus tourné vers l'extérieur, qui est peut-être un peu plus politique aussi. Donc c'est ça qui m'a fait d'abord aller vers des maisons d'édition. Ce que j'ai fait. J'ai envoyé ce texte à des maisons d'édition que je connaissais, qui elles ne me connaissaient pas, mais que moi je connaissais à Paris, les classiques que tout le monde connaît. Sauf que évidemment ça n'a rien donné. Et en fait mon texte est arrivé entre les mains de mon éditeur actuel, c'est-à-dire le Cartanier, par personne interposée. C'est-à-dire que j'avais envoyé le livre à une maison d'édition qui s'appelle Vertical, donc Vertical, Yves Pagès, et c'est par l'intermédiaire de Vertical, de Yves Pagès et de Chloé Delhomme aussi, qui était à l'époque édité par Vertical, que mon texte a fini par atterrir entre les mains du Cartanier, que je connaissais pas, c'était une maison d'édition québécoise dont j'avais absolument aucune connaissance. Moi j'étais pas, à l'époque j'étais pas libraire, je connaissais pas grand chose au monde de l'édition et j'ai juste envoyé comme ça comme je pouvais. Donc en fait mon livre est arrivé entre les mains de l'éditeur qui est toujours mon éditeur aujourd'hui, complètement par hasard et par personne interposée. Ce qui fait que ça s'est vraiment passé de manière assez naturelle et assez rapide rétrospectivement, parce que moi ça m'a paru une éternité. Parce que moi habituellement j'avais l'habitude d'écrire un texte et de le mettre en ligne le soir. Le fait d'avoir besoin d'attendre 4-5 mois avant d'avoir une réponse d'éditeur, ça me paraissait complètement incroyable. Enfin, c'était beaucoup trop. Donc bref, j'ai trouvé cet éditeur de cette manière-là et c'est ce qui m'a poussé à le faire. Et c'est comme ça que vous avez été publié au Cartanier. Alors, beaucoup de mes invités font mention de leur faisceau d'influence, ce qu'on nomme communément le miroir de bibliothèque. Qui sont les auteurs qui ont façonné votre passion de la littérature, d'une part, et votre propre écriture, d'autre part? Alors ça peut paraître un peu étonnant de dire ça, mais j'ai pas l'impression d'avoir été passionné de littérature. J'ai vraiment pas cette impression-là. Je sais que dès le collège, moi tout ce qui m'a motivé c'était de faire du cinéma. Je voulais être cinéaste. Ça m'a mené jusqu'à des études de cinéma. Je suis allé dans une faculté, je suis allé dans une école de cinéma. Techniquement, le seul diplôme dont je dispose aujourd'hui, c'est un diplôme de montage image. Voilà, un métier que j'ai jamais exercé, mais en tout cas auquel j'ai été formé. Donc ça c'est vraiment, c'était ce que je voulais faire de ma vie professionnelle, très clairement. Et en fait, c'est sans m'en rendre compte, c'est de manière complètement insidieuse, ou en tout cas souterraine, que si je réfléchis à ma vie, j'ai toujours lu, j'ai toujours écrit. En fait, c'est vraiment ça le fil conducteur de toute ma vie. Même si j'ai eu des velléités musicales, des velléités de cinéma, effectivement, des tas de choses que j'ai pu expérimenter dans d'autres arts, il n'empêche que la seule chose que j'ai jamais lâchée et que j'ai toujours pratiquée de manière assidue et permanente, c'est l'écriture. Et même quand j'écrivais des scénarios de long métrage, ce qui était complètement absurde d'écrire un scénario de long métrage quand on a 18 ans, ça n'a pas de sens. Il faut passer par des courts métrages, ensuite il faut être repéré, ensuite il faut se lancer dans des... Voilà, moi je faisais des scénarios de long métrage, ce qui était débile, puisque en fait c'était des textes ce que je faisais. Ce que je faisais c'était des textes dialogués, c'était des choses qui pouvaient jamais être mises à l'écran, mais en tout cas qui, moi, alimentaient mon besoin d'écriture. Et ça, je m'en suis rendu compte assez tard, que ce besoin d'écriture, il passait pas par l'image, mais il passait par le texte. Mais c'est maintenant, du haut de
mes quelques années de vie que je me suis rendu compte que finalement, ce que je voulais, c'était écrire. Je pourrais faire du cinéma peut-être un jour, mais je suis même pas sûr que ce soit encore ma passion. Donc la passion de la littérature, tout ça pour dire que j'ai des gens qui m'ont influencé en littérature, j'imagine, mais en fait c'était plus des choses que je faisais pour mon plaisir, donc j'avais aucun plan, euh, aucun, euh, aucune envie d'imiter non plus. Ça c'est vraiment important parce que quand on écrit souvent on est soumis à, donc moi je lisais de la littérature. Enfin, je viens pas d'une famille de lecteurs, donc je lisais des choses qui me tombaient sous la main, grosso modo, au CDI du collège. Je lisais ce que j'achetais dans les supermarchés. Je fréquentais pas les librairies, par exemple, quand j'étais adolescent. Je fréquentais plutôt France Loisirs et les supermarchés. Donc comment dire, j'ai une culture littéraire qui est vraiment très populaire, qui va de Asimov à Stephen King. Mais parfois aussi, je me souviens, j'étais en vacances avec mes parents, je tombais sur un bouquin de Frison Roche dans une petite boutique en Corse, et puis bah, je l'achetais et puis je le lisais. Je lisais à peu près tout ce qui me tombait sous la main, quoi. C'est ça qui est assez. Je faisais partie de ces enfants lecteurs qui, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas aujourd'hui, vous revendiquez pas d'une lignée d'auteurs spécifiques ou d'un héritage littéraire spécifique. Ouais, non, vraiment pas. Ok. Non, mais Vraiment pas. c'est une Même, question même comme ceux que une j'ai autre, lus. hein, parce qu'il y Non, en non, a mais qui même ceux justement, que. Ouais, ouais. il y a Même juste. ceux que j'ai lus, hein. Ceux que j'ai lus. Et en fait, enfin. Et mon habitude littéraire, évidemment, elle a beaucoup changé à partir du moment où je suis devenu libraire. Là, 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 je me suis mis à lire des choses de littérature contemporaine, par exemple, que je lisais très peu. Alors j'ai parlé de Chloé Delhomme tout à l'heure, elle je la lisais parce qu'elle faisait partie du groupe d'amis que j'avais à l'époque, etc. Donc il y avait quand même je lisais quand même de la littérature contemporaine, mais de manière complètement anarchique et avec des choix qui, rétrospectivement, je me dis, étaient complètement aléatoires. Il y avait vraiment quelque chose qui procédait de l'aléatoire parce que je lisais aussi bien je sais pas, des choses très très anciennes comme Calafert, enfin très anciennes, n'exagérons rien, C'est mais pas si vieux enfin, qu'elle a fait. non, c'est pas si vieux, mais Vous ce que je m'auriez veux dit dire, c'est que chrétien de Troyes, j'aurais dit ah ok, ouais, non, mais non, loin. non. Non, mais Ok. quand je veux dire ça, c'est que à Oui, je comprends. côté, j'ai d'autres de genres de littérature très contemporaine que voilà un copain dont un copain m'avait parlé, et donc je vais aller acheter le bouquin, et à côté de ça, je vais aller dans un bouquiniste prendre un truc complètement au hasard et le lire aussi. Enfin, c'est vraiment très anarchique en fait. Hein. C'est pas du tout structuré, et j'ai pas fait des études littéraires. C'est ce qui explique peut-être le fait que je sois pas du tout structuré dans mes lectures, enfin que je ne l'étais pas. Je le suis un peu plus aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui j'ai une vision beaucoup plus claire de ce que je dois lire ou pas, parce que c'est mon métier, la lecture. Ok. Alors du coup, je glisse de la littérature peut-être à d'autres arts que vous avez mentionnés tout à l'heure. Hein. Vous avez fait, vous l'avez dit, des études de cinéma, ce que reflète un petit peu quand même le tome qui s'appelle Héroïne. Vous avez travaillé pour le théâtre, petit clin d'œil à ce tome qui s'intitule Jour encore, nuit à nouveau et aux aventures de Clic et Cloc. Vous avez également produit de la musique expérimentale. Et de fait, si vous me dites que vous avez une culture littéraire hétérodoxe, dans quelle mesure ces autres arts, cinéma, théâtre, dans une moindre mesure musique, je trouve, au regard de ce que j'ai lu de vous, dans quelle mesure ces autres arts façonnent-ils, comme on dit, votre ars scribendi, c'est-à-dire votre art d'écrire? S'il y a le cinéma, si c'est pas la littérature qui vient modeler votre propre art d'écrire, est-ce que ce serait pas le cinéma alors du coup? Ouais, si, je pense vraiment. Je pense que le cinéma m'a appris, enfin, d'abord parce que je l'ai aimé, ensuite parce que je l'ai analysé. Ce qui est quelque chose que je faisais pas du tout avec mes lectures, par exemple. Un livre, je le lisais, ça me faisait plaisir de le lire, et puis j'y prenais. Je n'avais pas ces réflexions narratives, de construction, etc., que je peux avoir quand je voyais un film. Et quand je dis ça, c'est pas seulement, ça date pas de mes études, ça date du collège. Je veux dire, je sais que dès le collège, je voyais des films.
et j'avais ce souci d'analyse de ce que j'étais en train de voir et de construction, etc. Mais parce que aussi je me projetais dans un futur, je me projetais dans une pratique du cinéma ultérieur, qui n'est jamais venue, mais en tout cas je me projetais là-dedans, donc j'avais plus ce souci professionnel vis-à-vis d'un film. Ce qui fait que effectivement ma culture narrative et ma culture un peu de l'image, un petit peu du dialogue, effectivement, vient beaucoup du cinéma, plus que de la littérature. Même si la littérature a pesé insidieusement, comme je le disais, mais évidemment, c'est le cinéma qui apporte tout ça. Le théâtre, un peu moins. Le théâtre, en fait, c'est une période de ma vie où j'ai travaillé dans un théâtre. C'est-à-dire qu'à partir de 2000 à 2011, je travaille au théâtre d'Auxerre et donc c'est un art que j'ai un peu étudié, puisque quand je dis j'ai fait des études de cinéma, j'ai fait des études art du spectacle d'abord dans un premier temps à la fac, et art du spectacle ça comprend du théâtre. Donc là, effectivement, j'avais des cours de théâtre qui me gonflaient, j'aimais pas ça, j'avais pas envie, donc tout ce que je voulais c'était aller aux cours de cinéma, il y avait des cours de photo, de cinéma et de théâtre. Donc tout me gonflait à part le cinéma. Donc moi j'ai subi ces cours sans trop écouter. Et en fait, je me suis retrouvé à travailler dans un théâtre parce que c'est le boulot que j'ai trouvé. Voilà, c'est le boulot que j'ai trouvé. Et donc pendant 11 ans, j'ai travaillé dans ce théâtre. Et là, ça a été complètement différent puisque j'ai appris à aimer, j'ai appris à comprendre et j'ai appris à aussi pratiquer. C'est-à-dire que non seulement j'ai écrit du théâtre, mais j'ai aussi pratiqué du théâtre pendant cette période-là. Donc là, c'est quelque chose qui m'a nourri un petit peu différemment. C'est-à-dire que c'était un espèce de contrepoint au cinéma, un peu à tout ce que j'avais déjà accumulé. Donc c'est quelque chose qui m'a... Oui, alors est-ce que ça a alimenté mon écriture par la suite, au-delà des clins d'œil que je peux faire, effectivement, dans Jour encore nu à nouveau, où je parle un petit peu d'écriture, mais je pense que oui, puisque on est dans la même chose, hein, mine de rien. Enfin, c'est pas non plus, quand vous lisez des ouvrages qui vont théoriser la narration, on va commencer avec la poétique d'Aristote, et puis c'est qui est un petit peu la base de la narration, et ensuite on va aller à autre chose. Mais dès la base, on parle de théâtre, on parle que de théâtre, et même quand on parle de cinéma, on parle de théâtre. Enfin, bon, je veux dire, il y a plein de choses qui viennent de là. Ça, je le mesurais pas quand j'étais adolescent ou jeune adulte, mais maintenant je le mesure totalement. C'est-à-dire qu'on peut pas parler d'art d'une manière générale, mais même de littérature sans parler de théâtre. C'est pas possible. La poétique telle qu'elle était définie dans les temps antiques, la poétique c'est du théâtre déjà. Et du point de vue, et du changement de vue, et du montage aussi, hein. Vous parliez de montage d'image tout à l'heure, c'est exactement ça, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors comme je vous l'ai dit en off, et comme certains le savent également dans ces causeries, moi je suis fascinée, alors j'allais dire spécialiste, mais en fait plus fascinée que spécialiste par l'avant-texte, par le processus créatif, parce que Roland Barthes appelle le comment ça se passe quand j'écris. Chez vous, j'ai envie de savoir où est-ce que l'écriture se dépose et selon quel rituel ? Est-ce qu'on est dans une écriture de nuit, une écriture de jour ? Alors là, je reprends des théories aussi que j'ai manipulées dans une vie antérieure. Est-ce qu'on est dans de l'écriture dite épiphanique, c'est-à-dire qui intervient un peu quand elle veut ? Est-ce qu'au contraire, on est dans une écriture de labeur, c'est-à-dire qui se compte en mots, qui se compte en lignes par jour, etc. Où est-ce que vous vous situez ? Partout. En fait. Ah bah non. C'est une réponse de Normand, de Bourguignon, je ne sais pas. Alors non, c'est pas une réponse de Normand, non, c'est une réponse très non, mais c'est Oui, une réponse même très précise, Ok. puisqu'en fait je me situe, j'ai différents pseudonymes qui travaillent pas de la même manière, déjà. Ça c'est une première chose. Et ensuite, comme je le disais, moi j'ai une écriture qui est permanente, mais qui est pas permanente de la même manière. C'est-à-dire que je vais avoir des prises de notes qui sont permanentes. Mais la vraie rédaction, elle n'est pas nécessairement permanente dans le sens où soit il faut que je trouve le temps, il faut que j'ai ces moments un peu clandestins dans ma vie professionnelle pour écrire, soit parce que j'ai pas cette épiphanie dont vous parlez.
épiphanie, c'est un peu un grand mot parce que c'est assez rare quand même que je sois vraiment emporté pendant plusieurs heures sur quelque chose, sauf à l'avoir préparé à l'avance. C'est pas si fréquent que ça. Ça peut arriver sur des choses plus courtes, sur des petits moments, sur des petits textes enfin des choses qui vont être la graine d'un texte à venir. Ça peut arriver effectivement où j'ai une idée et il faut que je la dépose tout de suite sur le papier. Mais d'une manière générale, donc j'ai plutôt une pratique de macération des idées. C'est-à-dire que je prends beaucoup de notes. Ces notes n'ont pas forcément de sens les unes avec les autres. C'est une espèce de long soliloque, on pourrait dire, de ce qui me vient par la tête et de ce qui bouillonne en moi. Et tout ça, petit à petit, prend forme de manière, par étapes, par des points d'étape que je me fais, où je me dis, bon, voilà, là où j'en suis de ce projet, est-ce que c'est un projet d'abord? Il faut déjà que ce soit un projet. Et ensuite, où est-ce que j'en suis de ce projet? Donc au début, c'était très anarchique, c'est-à-dire qu'au début, j'écrivais dans plein de carnets, dans des notes de bas de page, un peu partout, il y a des feuilles volantes qui se baladent dans mes archives. Et puis petit à petit, je me suis mis un petit peu à organiser tout ça, c'est-à-dire à avoir des carnets spécifiques pour chaque projet, qui certains ne verront jamais le jour, mais en tout cas à être un petit peu... Bon, ce qui fait que je me balade avec je sais pas combien de carnets, ce qui n'est pas très intelligent, parce que je pourrais garder ça dans un seul carnet, mais bon, ça me permet de moi de cloisonner certaines choses dans mon esprit et de les cloisonner sur le papier, puisque dès l'instant où j'ai écrit quelque chose, ça me permet aussi de m'en débarrasser dans ma tête. Il y a plein de choses comme ça qui font que l'écriture fige un processus, ou en tout cas marque une étape d'un processus qui sera repris ou pas plus tard, mais en tout cas qui me libère de quelque chose. Parce que j'ai toujours des choses en tête. En fait, alors je vous parle de l'avant-texte parce que, comme je vous ai dit, moi ma spécialité c'est les carnets. Alors c'est très intéressant pour moi ce que vous racontez parce qu'en fait la théorie littéraire dit qu'il y a ce qu'on appelle les carnets composites. Donc les carnets composites, ce serait davantage, comme je disais tout à l'heure, voilà le dépôt d'Eureka, hein, d'accord, ou d'épiphanie. Alors le terme d'épiphanie, c'est pas moi qui l'invente, c'est Georges Perros qui l'utilise pour ses papiers collés justement. Donc on aurait davantage donc l'aspect carnet composite et puis l'aspect carnet préparatoire, comme vous disiez tout à l'heure, hein, c'est-à-dire en fait celui qui va être destiné à un projet en particulier. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, d'autres l'ont fait avant vous, c'est théorisé. Et je pense, du coup, en fonction de ce que vous me dites, à Roland Dubillard, je ne sais pas si vous connaissez ses carnets en marge, mais Roland Dubillard, lui, c'était encore pire, c'est-à-dire que lui, il avait un carnet par pièce dans sa maison. Et d'ailleurs, l'édition chez Gallimard est absolument... vous parliez de trucs imbitables tout à l'heure. Voilà, les carnets en marge de Roland Dubillard, c'est vraiment imbitable parce que justement, il y a... ils ont tenté de publier ça avec systématiquement un carnet. En plus, il est date. Hein. Je ne sais pas si vous datez vos notations ou pas, mais alors lui, il datait ou il ne datait pas. Et donc, on a un carnet par pièce et une date par pièce, par note. Enfin bon, voilà, donc c'est très complexe. Donc, il y a des carnets composites chez vous, il y a des carnets préparatoires, très bien. Et ma question quand même, c'est écriture manuscrite ou écriture numérique? Parce que vous parlez de carnet, donc ça veut dire que l'ordinateur, vous l'utilisez pas, le numérique, ça va plus vite. C'est quand même pas la même façon de faire, hein, l'écriture manuscrite et l'écriture numérique. Il y a un brouillon mental, hein, pour le carnet manuscrit. Il y a quand même un brouillon mental. Enfin, ce qu'on appelle le brouillon mental, là, c'est pareil en théorie, c'est-à-dire ce moment où en fait on réfléchit d'abord, tac, 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 voilà, à ce qu'on va noter. Potentiellement, on le note et puis après, on se questionne. Alors, ou le lendemain, ou 10 ans après, sur la valeur de ce qu'on a noté. Est-ce qu'il y a ça? Ouais, alors je suis désolé, mais je vais encore dire les deux. Non, en fait, très clairement, moi je préfère écrire à la main. Je préfère écrire sur mes carnets, le manuscrit, le premier jet, je préfère l'écrire à la main. Pour cette raison-là. Pour cette raison du brouillon mental, effectivement, que j'avais jamais entendu cette expression, mais c'est très juste. C'est vraiment cette manière-là. Et pour revenir au montage, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que le montage est devenu numérique à un moment donné des années 90, alors qu'il a été un montage... moi j'ai appris à monter le cinéma avec la pellicule et avec une coupeuse-colleuse, qui a été inutile, puisque dès l'instant où je suis arrivé sur le marché du travail,
montage, ça n'existait plus ou presque plus, puisqu'on avait des stations de montage à vide qui permettaient de monter en numérique. Et le montage argentique et le montage numérique, la grande différence, c'est ça, c'est que on est obligé de réfléchir avant, quand on manipule la pellicule, puisqu'on peut pas couper la pellicule 50 fois et remettre du scotch 50 fois. Ça, on peut pas le faire, parce que la pellicule, elle va finir par se casser. C'est pas possible. Donc, il est obligé de réfléchir à son montage avant. C'est exactement comme l'écriture manuscrite. L'écriture manuscrite, on est obligé de réfléchir avant. Alors après, il y a peut-être des gens qui font beaucoup de ratures. Moi, j'aime pas ça. Je préfère penser ma phrase avant de l'écrire. Ce qui fait que mes carnets, il y a quelques ratures, effectivement, mais il y a quand même assez peu de ratures parce que j'y réfléchis avant. Sur un traitement de texte, le traitement de texte permet effectivement d'effacer, de refaire, etc. Il n'y a pas de rature sur un traitement de texte. Je ne suis pas persuadé qu'on écrit plus vite avec un traitement de texte qu'à la main, puisque le nombre de mots qu'on va effacer et qu'on va réécrire, finalement, est peut-être équivalent en termes de temps à ce qu'on a réfléchi avant et écrit finalement sur du papier. Donc ça, je ne sais pas. En tout cas, moi, le fait d'écrire sur du papier, ça me permet deux choses. Ça me permet cette première chose, c'est-à-dire d'avoir effectivement ce brouillon mental et de pouvoir écrire une phrase déjà conçue dans mon esprit. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il va falloir numériser quand même ce texte manuscrit. Et donc, ça permet de faire une relecture en profondeur du texte que j'ai écrit manuscrit. Donc cette deuxième écriture, finalement, elle permet aussi beaucoup d'aménagement du texte, beaucoup de changements, beaucoup de modifications de lexique, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui bougent à ce moment-là et qui est vraiment vital, ou en tout cas vraiment qui enrichit le texte de manière très très importante. Donc c'est ça qui fait que j'aime beaucoup écrire sur du papier. Après, pourquoi j'ai dit les deux tout à l'heure, c'est parce que pour les Chroniques de la Place Carrée en l'occurrence, il y a un projet annuel, c'est-à-dire que je sors un livre par an. Et pour sortir un livre par an, je ne peux pas me permettre d'avoir cette étape manuscrite. Je l'ai faite pour le premier qui était Mathilde ne dit rien, que j'ai écrit, dont j'ai le manuscrit dans un carnet, là effectivement intégralement, que j'ai écrit très très vite. Je n'explique pas encore la manière dont j'ai écrit ce livre, parce que vraiment c'était 2 mois d'écriture, ce qui est vraiment très très court pour moi. Mais en tout cas, c'est un livre que j'ai écrit très très rapidement et à la main. Donc après, il y a eu la période de taper sur traitement de texte et ensuite d'envoyer à mon éditeur et tout le travail qui a suivi d'édition, qui est aussi un travail très lourd. Mais en tout cas, à partir de Mathilde ne dit rien, je savais que ça allait devenir un projet annuel. Et là, Héroïne, le deuxième donc de la série, Héroïne, je l'ai écrit sur un ordinateur, enfin directement au traitement de texte, ce qui a été le cas pour les autres. J'en termine juste une petite parenthèse sur le numérique. J'ai quand même chez moi un ordinateur avec lequel j'écris mes textes. Et cet ordinateur, j'ai dû l'acheter il y a 15 ans maintenant. Donc c'est un tout petit portable, mais en tout cas c'est quelque chose qui est absolument incapable de se connecter à Internet. Et ça, c'est indispensable. C'est-à-dire que même si j'écris en numérique, c'est un ordinateur qui ne me sert que à écrire. Il n'a pas d'autre fonction. Ce vieux coucou, il ne peut rien faire d'autre qu'ouvrir un traitement de texte. Et tant mieux, parce que c'est pour ça qu'il me sert. C'est-à-dire que vraiment, même si je me sers de l'ordinateur, c'est très difficile, ou en tout cas, c'est presque impensable pour moi d'avoir un téléphone ou mes mails ou je sais pas quoi pendant l'écriture. Ça, je sais pas le faire. Ça, c'est quelque chose qui m'est complètement étranger. Et écriture de jour ou écriture de nuit? Alors, quand je peux de Les jour, deux. je préfère, bien sûr, les deux. Non, je préfère écrire de jour, mais comme je disais tout à l'heure, j'ai employé le terme clandestin. Effectivement, et c'est un terme que je vole à la poétesse auxerroise Marie-Noël, hein, qui parlait de ça pour parler de sa propre écriture, qui disait qu'effectivement, mais c'est le cas de tous les écrivains qui sont comme 99% des écrivains, c'est-à-dire qui n'en vivent pas, pour qui c'est pas l'activité principale d'écrire des romans, ils ont un métier, ils ont une famille, ils ont une vie sociale, ils ont plein de choses qui font que on peut pas s'enfermer pendant 3 semaines dans une chambre et puis dire foutez-moi la paix, je suis un artiste, ça c'est pas possible. Donc et tant mieux, hein, parce que c'est aussi important de se confronter aussi au reste du monde et aussi d'avoir cette frustration de pas pouvoir écrire, c'est aussi ça qui peut être utile à l'écriture. La macération, la fermentation des idées et des mots et des scènes et des choses qui viennent parce que le temps le permet. Donc ça c'est important. Il n'empêche que
je j'écrivais avant, donc avant les Chroniques de la Place Carrée, j'écrivais beaucoup dans les transports en commun, dans le train, je faisais beaucoup d'allers-retours à Paris. Donc Auxerre, Paris, là, Auxerre où j'habite et Paris, c'est à peu près 2 heures de train. Donc quand je faisais un aller-retour à Paris dans une journée, ça me faisait 4 heures, quasiment déconnecté. Donc là, ça me permettait d'avoir 4 heures de séance de travail. Donc ça, c'était assez bien. Et sinon, à partir du moment où j'ai commencé à écrire les Chroniques de la Place Carrée, là, je suis arrivé à une hygiène d'écriture qui était indispensable, puisqu'il fallait rendre un manuscrit très tôt. Quand je dis très tôt, c'est-à-dire que le manuscrit du livre qui va paraître au mois de janvier, il faut que je l'ai rendu grand maximum au mois de mai. Mais en fait, quasiment au mois d'avril. Donc en fait, il faut que j'écrive en 3-4 mois un roman, un premier jet de roman, qui ensuite va passer entre les mains de mon éditeur, des assistants, etc. pour les corrections. Enfin, il y a beaucoup de choses. Mais il y a aussi du travail de réécriture. Hein. Je pense à Et puis on aura vu la mer, par exemple, qui est le 4e, que j'ai réécrit. J'ai réécrit quasiment 30% du livre après le premier jet, parce que mon éditeur m'a fait des remarques qui ont fait que j'ai modifié le livre. Donc voilà, ça c'est un travail qui va devenir un travail très très long. Donc à partir de ce moment-là, moi j'ai une hygiène pour les Chroniques de la Place Carrée, c'est-à-dire que à partir du 1er janvier, je me mets à écrire. Et là, comme on disait tout à l'heure en termes de nombre de mots, je sais que je dois écrire 1000 mots par jour. Donc j'écris 1000 mots par, comme Jack London, hein, comme beaucoup l'ont théorisé aussi. J'écris 1000 mots par jour et tous les jours, dimanche, jour férié, etc. Jusqu'à ce que j'arrive à mon manuscrit. Et c'est impossible. C'est impossible, ça. Qu'à un moment, la fatigue, l'épuisement fait que on est obligé d'aller se coucher, quoi, en fait, tout simplement. Parce qu'en plus, j'écris après le travail. Donc moi je travaille, je rentre chez moi assez tard, je vois ma famille, etc. Donc en gros je commence à écrire à 23h et je termine à 2h du matin. Donc ça tous les jours, pendant plusieurs jours d'affilée, bon, c'est pas humain, parce que je me lève à 7h quand même pour aller travailler. Donc c'est pas humain, donc parfois je m'endors et parfois voilà, il y a quelques jours où j'arrête d'écrire. Là je suis dans une période, en ce moment c'est assez frappant, c'est qu'on est au mois de mars, et j'écris pas en fait. Le prochain bouquin des Chroniques de la Place Carrée ne sortira pas l'année prochaine, il sortira probablement l'année suivante ou l'année d'après, je sais pas encore. Mais en tout cas, je me laisse un temps. Ce qui fait que c'est la première fois depuis 5 ans où je regarde pas l'heure, je regarde pas la date en me disant je suis à combien de mots et à combien de mots je devrais être. Et donc ça, c'est un truc très très particulier que j'ai jamais vécu auparavant dans ma vie d'écrivain. C'était cette urgence, cette discipline. Cette discipline d'écrire un nombre de mots et de produire quelque chose tout de suite. Et ça, c'est quelque chose. Et là, je suis vraiment un peu perdu, quoi. Là, ça fait quelques semaines depuis le 1er janvier où je vais jouer à la PlayStation, par exemple. C'est bizarre, quoi. Enfin, c'est vraiment un truc que je pouvais pas me permettre à cette période-là de l'année à aucun moment. C'était une vraie discipline, effectivement. Merci, on passe à notre deuxième partie. Alors il y a Baja dans le chat qui dit « Il faut que tu sois une île », comme disait Damasio. Alors oui, il faudrait que l'écrivain soit une île, et sur une île solitaire, hein, c'est ça, avec sa bouteille d'Irancy, vu que vous êtes d'Auxerre. Et voilà, son carnet et son bic, et puis voilà. Alors non, pas le bic, parce que je parlais de Roland Barthes tout à l'heure, et qu'il a fustigé le crayon bic, mais bon, bref, on s'en fout. Alors, deuxième partie. Évoquons peut-être maintenant, parce qu'on commence à y venir, hein, ce cycle littéraire qui s'intitule donc Les Chroniques de la Place Carrée. Donc là, je vais me permettre de rappeler un petit peu quand même le contexte d'écriture de ces chroniques, même si vous en avez parlé un petit peu en vous citant. Le 23 février 2021, juste après la publication du premier tome, c'est-à-dire de Mathilde ne dit rien, vous dites, je cite, « Un nouvel épisode sera publié chaque année et racontera par le prisme de nouveaux personnages l'histoire, le quotidien et l'évolution de ce quartier populaire d'une ville de province fictive. Chaque roman se déroulera 1 an après le précédent. Les événements relatés dans Mathilde ne dit rien ont lieu en 2019. Le roman suivant prendra place en 2020 et ainsi de suite. » Pour raconter ces histoires, ajoutez-vous, j'utiliserai à chaque fois les armes du roman noir, suspense, intrigue, violence sur fond d'un réalisme social que j'espère le plus honnête possible. Fin de citation.
Donc en effet, nous sommes bien dans un cycle littéraire, il y a une unité de lieu, hein, cette ville fictive de Monzel, qui est pourtant à 200 km de Beaune, moi c'est ce que j'ai retenu, et sa place carrée qui a inspiré donc un espace de votre quotidien. On a aussi un personnel narratif finalement assez développé pour vous permettre de tome en tome d'aller d'un personnage à un autre, et enfin une évolution temporelle, comme on le disait tout à l'heure, plutôt resserrée. Ma première question porte dans ce cycle, dans ces chroniques, sur le besoin du pseudonyme. Parce que dans un entretien, alors je vous ai beaucoup lu, hein, j'ai beaucoup travaillé en amont, donc je suis désolée, ça fait un peu... voilà, mais j'ai envie de le dire quand même. Dans un entretien avec Josiane Desloges en 2021, vous expliquez que Tristan Saul naît parce que son style et ce projet des chroniques de la place Carrée ne sont pas les mêmes que celui de Grégoire Courtois. Est-ce que vous maintenez encore cette affirmation ? Je veux dire par là, est-ce que cette plongée dans le réalisme socio-économique de la place Carrée n'est pas aussi une manière, alors pardonnez-moi, peut-être que ça fait partie des questions pièges dont je vous parlais l'autre jour, mais est-ce que cette plongée dans le réalisme socio-économique de la place Carrée n'est pas aussi une manière de chatouiller l'engagement politique de Grégoire Courtois et la critique littéraire par la même occasion ? Alors, pour le politique, oui, évidemment, parce que j'ai retrouvé une note il n'y a pas si longtemps que j'avais écrite. En fait, dans mes carnets, j'ai le manuscrit que j'écris de la page 1 à la page X. Et quand j'ai des idées, des réflexions sur le manuscrit que je suis en train d'écrire, je prends le carnet à la fin et je commence à partir de la fin une espèce de carnet d'écriture de ce que je suis en train de faire. Donc en fait mes carnets sont souvent construits comme ça avec le texte, et puis si on le prend par la fin, on a les notes qui sont datées, donc on peut revoir un petit peu, voilà. Donc ça c'est mes carnets. Et donc là dans l'un des carnets que j'ai consulté il n'y a pas longtemps, parce que c'est un roman qui n'est pas paru encore et dans lequel j'avais envie de me replonger, qui n'est pas un roman de Tristan Saul, qui est un roman de Grégoire Courtois justement, j'ai découvert cette petite note qui disait « J'en ai marre de parler de moi, j'ai envie de me confronter à la société, de parler de sujets de société. » Et ça, c'est quelques mois avant que j'entame le projet des Chroniques de la place Carrée. Donc en fait, le côté politique, effectivement, il est présent dans le travail de Tristan Saul, puisque je pense que c'était déjà... c'était dès l'origine, c'était l'idée, hein, c'était de se confronter au réel, pas seulement au réel du monde en général, mais aussi au réel du monde qui est à côté de chez moi. Donc vraiment très concret, quoi. Vraiment avec d'ailleurs un aspect tellement concret que tout le travail documentaire, je le fais à partir de gens qui habitent à 500 mètres de chez moi. Donc enfin tout le travail des Chroniques de la place Carrée parle de mon environnement très proche et de mon existence très récente. Donc vraiment, on est vraiment dans quelque chose de purement politique, je pense. Donc après, la question de les séparer de Grégoire Courtois, parce qu'effectivement, j'aurais pu le faire, c'est que j'ai eu plusieurs vies. Hein. J'ai eu une vie numérique d'abord en faisant de l'art numérique, en faisant des parodies, en faisant des tas de choses. Ensuite, j'ai eu une vie théâtrale. Ensuite, j'ai eu une vie romanesque sous le nom de Grégoire Courtois, où j'ai écrit des choses aussi qui étaient parfois dérangeantes, parfois malaisantes, enfin des choses qui étaient un peu... qui ont même un peu rebuté certains de mes lecteurs et lectrices, ça c'est clair et net. Hein. Il y a des gens qui me disent je ne lirai plus jamais ce que tu écris. Et en fait, la question de Tristan Saul, c'était aussi un petit peu ça, quoi, un petit peu de retrouver une virginité littéraire, en tout cas médiatique, puisque c'est plutôt ça, hein, c'est plutôt plus que littéraire, c'était plutôt médiatique, c'est-à-dire de dire, enfin pas de dire, mais en tout cas de me cacher un petit peu pour que les gens qui avaient été dégoûtés par certains bouquins de Grégoire Courtois, voilà, soient moins réticents à aller vers cette série, qui est pour moi une série plus grand public, même s'il y a de la violence, même si ça n'empêche que c'est une série qui est beaucoup plus grand public et que ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc il y avait un projet qui est un projet commercial, voilà, trouver un lectorat qui est un lectorat dont on oublie qu'il a détesté Grégoire Courtois, d'une part, et puis après il y a un côté artistique, c'est-à-dire le côté artistique purement et simplement, c'est-à-dire que c'est le travail que je fais avec les livres de Tristan Saul, c'est un travail que j'ai jamais fait auparavant, et qui est un travail vraiment d'honnêteté, de sincérité, d'empathie vis-à-vis des personnages
raconte la vie, qui est aussi quelque chose que j'ai jamais fait auparavant. Et enfin, il y a une histoire de style, puisque là, le style, en fait, il n'y a pas de recherche, j'ai Mm. envie de dire. Alors, Mm. c'est un peu brutal de dire ça, mais en fait, pour aller vite, je ne peux pas me permettre de faire des choses tarabiscotées comme j'ai pu faire auparavant. Auparavant, j'ai écrit des romans avec des concordances des temps complètement acrobatiques, avec des trucs, voilà. Enfin, ça pouvait être des recherches qui allaient pas loin parce que je suis pas un styliste, hein, mais en tout cas des choses qui m'obligeaient à des Mm. réflexions sur le style qu'aujourd'hui j'ai pas à avoir. Enfin, surtout, je me suis imposé de pas les avoir. C'est-à-dire que les chroniques de la place carrée, c'est du présent de l'indicatif, Mm. vraiment de manière euh, uniforme. Si vous avez un flashback, il est au passé composé, mais c'est du présent de l'indicatif, point final. Mm. Donc là, il y avait vraiment un choix stylistique très fort qui était de dire, je me prends pas la tête, il faut que j'aille à l'essentiel et on est dans le présent, donc on utilise le présent. Et en plus, c'est le temps le plus simple. Alors, Meda78, que je ne connais pas, mais qui est sur mon Mm. chat, nous dit les lois du ciel, c'est un kiff pour moi. Donc, sachez que vous n'avez pas rebuté tous vos Bon, lecteurs. ça va. Grégoire Courtois n'a pas rebuté tous ses lecteurs et moi je ne suis pas rebutée puisque je n'ai lu que Tristan Saul. Donc je vous dirai Ouais. par la suite si jamais je réinviterai peut-être Grégoire Courtois pour qu'on en discute. Alors ça tombe très bien ce que vous dites par rapport à ma prochaine question. Dans certaines de vos interviews sur YouTube, vous parlez de recettes, de méthodes, de techniques et même de cases à remplir concernant les chroniques de la place carrée. Est-ce que, à votre avis, alors là je prends un peu plus de hauteur et je parle pas nécessairement des chroniques, mais est-ce que c'est pour cette raison, à votre avis, qu'on peut entendre parfois parler de genre mineur pour le polar ou pour le roman noir? Vous dites, je fais pas de style, j'utilise le passé composé, le présent, c'est un genre un peu plus médiatique. Alors si ma mémoire est bonne, Manchette a dit dans un Charlie Hebdo de 1981 que le polar était mort, ou en tout cas que le polar étant passé complètement dans l'espace médiatique ne pouvait plus avoir de renouvellement justement, ou narratif ou thématique ou stylistique. Manchette a dit ça en 81 déjà. Est-ce que alors je vous demande pas de vous tirer une balle dans le pied voilà, par rapport aux chroniques, c'est encore peut-être une question un peu piège, mais est-ce que finalement il y a pas un peu de ça aussi dans le polar ou dans le roman noir, dans cette voilà, on parlait tout à l'heure d'écriture laborieuse, on parlait de thématiques un peu pas ressasser, mais en tout cas, voilà, de lieux communs, voilà, chercher le terme. Est-ce qu'il n'y a pas de ça aussi quand même un peu? Alors, je pense que Manchette parle du polar dans le sens polar traditionnel Ouais, avec un flic et une ouais, enquête. c'est ça. Ouais, le Ce détective et le crime. qui, Ouais, c'est ça. ouais, 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 ouais. ce qui est pas ce que Mm. moi je Ce que vous fais faites et ce pas. que même lui Mm. faisait non plus, parce que Mm. lui il faisait Mm. aussi. Enfin, enfin, moi j'ai plutôt tendance à définir ce que j'écris et c'est pas que moi qui le fais, hein, c'est un peu tout le monde parce que quand on leur présente mon travail comme étant du travail de polar, souvent je me fais invectiver parce que non, c'est pas du polar puisqu'il y a pas il y a aucun policier, donc Mm. c'est plutôt du roman noir. Et c'est du roman noir parce que moi aussi, à titre personnel, je m'inscris en tant qu'écrivain dans cette lignée-là. La lignée du roman noir qui bifurque. Alors pour citer à nouveau Manchette, hein, Manchette avait l'habitude de dire que le roman noir était de gauche et que le polar était de droite, hein, c'était un petit peu son idée. Mm. Alors ça paraît un peu basique de dire ça, mais en fait le fond de sa pensée, c'était de dire que l'idée d'une structure narrative avec un crime, une menace et un détective qui va résoudre le crime et rétablir l'ordre, c'est une vision conservatrice du monde, Mm. alors que le roman noir, d'une manière générale, déjà se finit rarement bien. Mm. C'est ça arrive très souvent dans le roman noir. Il y a peu de happy end, d'une part. L'ordre est souvent pas rétabli du tout, et au contraire, on est plutôt dans la tragédie que dans le rétablissement de l'ordre, qui est plus proche de la réalité. Ça n'empêche pas d'avoir des flics dans le roman noir, sauf que c'est des flics qui, comme je sais pas, Luc Pagan par exemple, qui en parle beaucoup aussi, des gens comme ça qui ont été flics auparavant et qui disent que le travail de flic, c'est plutôt d'aller récupérer, d'aller ramasser les morceaux que de résoudre des enquêtes. Enfin, on est plutôt dans ce registre-là, c'est-à-dire des gens qui sont plutôt les témoins de la misère du monde
que des grands sauveurs et des chevaliers qui vont rétablir l'ordre. Donc voilà, la distinction entre les deux, elle se fait un petit peu de cette manière-là, pas toujours, hein, il y a des gens qui l'ont mieux théorisé que moi, mais en tout cas, moi, je me basais déjà dès le début des chroniques de la Place Carrée, mon projet, c'était qu'il n'y ait pas de flics, vraiment. Je voulais pas je voulais pas qu'il y ait un seul policier qui apparaisse. Alors il y en a qui apparaissent de manière très très furtive, hein, dans mes livres, mais c'est pas du tout les héros, d'une part, et on les voit vraiment dans le décor tout au fond. Ils viennent pour certains ramasser les morceaux, ou ils viennent parce qu'il y a une bagnole de flics au loin. Mais en fait, mes personnages principaux, c'est pas des flics. Il n'y a pas d'enquête. Il y a du suspense, hein, il y a des choses comme ça, mais effectivement, je me suis plutôt basé sur ce que. Alors, le néopolar de Manchette, c'est pas ce qui m'a inspiré, parce que le néopolar, c'est un petit peu ce que lui a essayé de faire, et ce qu'il a fait très bien d'ailleurs. Hein, il y a une espèce d'ironie chez Manchette, une espèce de je connais tous les codes. Je vais les utiliser, mais avec un sourire en coin. Il y a toujours un petit peu d'humour, un petit peu de choses comme ça chez Manchette qui est tout à fait délectable et très belle. C'était un excellent exégèste, un excellent analyste. Enfin, c'est magnifique de lire ce qu'il écrit sur le roman noir. Moi, je suis pas là-dedans. Moi, je suis vraiment dans le premier degré. Moi, tout ce que j'écris, c'est du premier degré. Il n'y a pas de sourire en coin dans ce que j'écris à aucun moment. Je l'ai fait auparavant, hein, avec mon autre nom, mais en tout cas, Votre double. Tristan Saul, exactement, Tristan Saul, vraiment, c'est vraiment du premier degré. Et en ce sens, est-ce que je sais plus quelle était la question exactement. Est-ce que c'est mort? C'était, en fait, Ouais. c'était, est-ce que le fait, c'est pas grave, est-ce que le fait qu'il y ait autant de techniques, de méthodes, de cases à remplir, etc., fait qu'aujourd'hui, on peut considérer le roman noir, enfin, c'est pas qu'aujourd'hui, c'est on classe aujourd'hui, alors après, moi, j'ai pas le même prisme que vous, hein, mais moi, je suis une théoricienne de la littérature, et en effet, le polar, le roman noir, etc., on part du principe que c'est un genre mineur, et que c'est très, très difficile aujourd'hui de sortir ces textes-là ou de sortir ce genre-là, justement, d'autre chose que cette dichotomie entre genre majeur, genre mineur. Voilà, c'était juste la question. Et est-ce que c'était pas... ma question, c'était, est-ce que c'est pas justement par le fait qu'il y ait autant de codes, sourire en coin ou pas sourire en coin, que cette facilité, alors je vais pas dire que c'est facile à écrire, c'est pas ce que je suis en train de sous-entendre, mais voilà, est-ce que c'est pas parce que c'est tellement critérié, enfin, vous voyez ce que je veux dire, que on peut le considérer aujourd'hui, qu'on le considère de manière globale comme un genre mineur. Voilà, c'était ça ma question. Je pense que c'est des choses qu'on pourrait appliquer à la littérature blanche de la même manière. Vraiment, les codes, les structures, les petits jeux, les astuces, enfin tout ça, enfin ça peut être appliqué exactement de la même manière à la littérature blanche. Il n'y a pas de, enfin, le fait que ce soit mineur, le polar, c'est que pendant très longtemps, ça a été déprécié à la fois par les auteurs eux-mêmes, c'est-à-dire c'était des travaux alimentaires, et ça ne veut pas dire qu'un génie qui faisait un travail alimentaire, il produisait pas quelque chose de très bien. Ça s'est vu, hein, il y a eu vraiment des choses qui ont été produites à la chaîne, mais qui ont donné des chefs-d'œuvre. Ça, c'est juste parce que c'était leur gagne-pain. En fait, c'était leur gagne-pain, ils le faisaient pour gagner leur vie, et donc on a considéré que c'était plus des gratte-papier que des auteurs. Mais la réalité, c'est que quand on met côte à côte un bouquin de cette époque-là, je pense au début de la série noire, par exemple, enfin les séries noires des années 50, qui étaient considérées comme des œuvres mineures, on les met à côté d'un Gallimard blanche des années 50. Bah franchement, je pense qu'il y a beaucoup de séries noires qui tiennent la dragée haute à ceux qui aujourd'hui sont tombés dans l'oubli dans la blanche. Donc il y a pas vraiment, c'est vraiment un truc social plutôt que stylistique ou vraiment si on analyse les textes à proprement parler. Je pense que tout ça, c'est que du social, hein. C'est pas autre chose. Oui, et puis alors je me permets de rebondir. Rebel Yoda vient de nous dire bonsoir, merci pour cet excellent entretien. Je vais quitter vite. Eh bien, bonne soirée, Rebel Yoda. Merci beaucoup d'être passé en tous les cas. Ce que je voulais rajouter peut-être quand vous parliez de travail alimentaire ou d'écriture alimentaire, c'est que, alors je suis tombée cet après-midi complètement par hasard sur une thèse qui a été soutenue en 2006 sur le roman noir,
d'une dame qui s'appelle Nathalie Levet et qui, dans son introduction, parce que j'ai pas eu le temps de lire toute la thèse évidemment cet après-midi, mais qui, dans son introduction, évoque bien historiquement le fait que roman noir et polar sont issus en fait fin 19e siècle du roman feuilleton, hein. C'est-à-dire du truc fin de la page, quoi, hein, d'accord, de ce qu'on publie, voilà, page après page, justement pour se faire, voilà. Donc on va rajouter un flic, on va rajouter un meurtre, on va rajouter une péripétie qui va nous permettre d'avancer et qui va surtout nous permettre d'être payés parce que nous permettre d'être lus. Alors, La différence, peut-être, c'est que le roman noir, contrairement au roman feuilleton, où on pouvait tirer à la ligne, parce que c'était dans leur intérêt de tirer à la ligne, parce qu'il fallait produire un épisode et donner à manger au lecteur, et parce que ça allait être publié dans le quotidien du lendemain, etc. Quand on lit Dumas, il y a vraiment des choses où il tire à la ligne, ça se sent, hein. Enfin, c'est vraiment les Trois Mousquetaires pourraient attention, être j'adore Dumas. Attention, terrain très. Non, mais je dis pas que c'est pas bon, je dis qu'il développe. En revanche, c'était le contraire pour le roman noir. C'est ça qui est intéressant, qu'il était obligé de se conformer à des formats qui étaient plus réduits. C'est-à-dire que le format de la série noire, par exemple, c'est 200 pages et il fallait pas faire plus. Ce qui a donné des trucs absurdes avec les traductions qui ont été tronquées, etc. Voilà, mais en tout cas, il y avait un souci de la brièveté qui était un autre enjeu, et qui met en branle pour l'écrivain. Tchekhov, qui disait que la brièveté est sœur du talent, et c'est vrai que faire court, c'est pas le plus facile, c'est même le plus difficile, et que les écrivains de romans noirs qui réussissaient à faire court et efficace, c'était eux qui étaient les plus prisés, parce qu'effectivement, tirer à la ligne, n'importe qui peut le faire, hein. C'est pas très très compliqué de développer des choses et de mettre une description en plus et un dialogue en plus et babati patata et tirer à la ligne, ok. Mais par contre, faire court et tenir dans un format de 200 pages une intrigue qui va tenir en haleine un lecteur qui prend le train à Paris et qui va le reposer son livre et balancer à la poubelle à Marseille, ça c'est pas pareil, quoi. On est vraiment dans un autre enjeu de narration, et à mon avis, ça fait jouer vraiment des techniques qui sont différentes. Alors oui, en effet, le roman feuilleton est plus du côté de ce qu'on appelle la copia, là où en effet le roman noir envisage autre chose. Moi, en tout cas dans ce que j'ai lu tout à l'heure, c'était surtout sur l'aspect littérature populaire. Voilà, en fait, voilà, puis, c'était qui permettait de réunir tous les deux ensemble. Elle parlait de roman feuilleton, disant qu'après, ça s'est essoufflé, mais qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, donc le néo-polar, comme vous disiez tout à l'heure, de Monchette, etc. Bon bref, on va pas refaire l'histoire de la littérature mineure, parce qu'on est là pour parler des chroniques. Et j'ai encore une autre question, parce que les articles que j'ai consultés vous concernant, alors là on entre aussi dans une autre, peut-être un autre axe de compréhension de votre œuvre, même si on a évoqué pas mal les choses tout à l'heure, hein. Les articles que j'ai consultés vous concernant évoquent, je cite, une démarche quasi documentaire, une plume entomologiste, allant jusqu'à vous placer, je cite, à l'ombre de Zola. Est-ce que, alors on a parlé des carnets tout à l'heure, des carnets préparatoires ou des carnets avant-textuels, pré-textuels, etc., qui sont évidemment, vous l'avez dit tout à l'heure, voilà les gens que pour préparer mes textes, je vais voir des gens qui sont pas si loin que moi, j'utilise des carnets, il y a de l'immersion, etc. Est-ce que vous cautionnez cette comparaison naturaliste, notamment, est-ce qu'elle vous sied dans son aspect, qui moi me gêne peut-être un petit peu plus, mais déterministe ? Alors, je vais dire, je suis meilleur que Zola. Non, je rigole. Alors, oui, moi j'adore Zola, hein. Alors, je l'adore depuis longtemps. C'est-à-dire que c'est pas. J'ai lu beaucoup de bouquins des Rougon-Macquart que j'avais pas lu pendant l'écriture des Chroniques de la Place Carrée, ce qui m'influence absolument pas, parce que je suis complètement assailli, assommé et ébahi par le talent et le brio de cet écrivain. Donc c'est complètement imperméable. Je peux pas absorber son génie. Donc je sais que moi je fais tout ce que je fais, je le fais à ma hauteur. Non, là je suis effectivement tout ça. Par contre, la différence majeure, je pense, c'est que Zola, même si on a l'impression que c'est le 19e siècle, voilà, 19e siècle au sens large,
Zola, il écrit quasiment 20 ans après les faits qu'il est en train de raconter. On est dans un laps de temps, il y a vraiment un temps important. D'ailleurs, on lui a pas reproché, mais en tout cas, on lui a noté que quand il parle de Germinal et qu'il veut descendre dans les mines, et que, voilà, qu'il va faire son travail documentaire, les matériaux, enfin le matériel que les mineurs utilisent, c'est pas celui qui était utilisé à l'époque où il situe son intrigue. Donc voilà, par exemple. Mais ça met pas du tout en cause son travail, qui est un travail admirable et qui est un résultat qui est absolument époustouflant. Moi, j'ai écrit 5 livres en 5 ans, je m'imagine même pas ce que c'est que d'écrire 20 livres en 20 ans. Enfin, ce qu'il a fait de manière absolument splendide, quoi. Enfin, c'est un truc. Et encore, moi, j'écris des petits livres, quoi. Lui, il écrit des fresques phénoménales. Enfin, bon, la comparaison est absolument pas tenable, hein, bien entendu. Mais ce que je veux dire, la différence, c'est que, pour parler du déterminisme, c'est que je raconte une histoire qui est en train de se produire. C'est-à-dire que moi, au moment où je fais mon enquête, les faits sont en train de se produire, c'est que je peux pas avoir un jugement moral sur les choses que je suis en train de raconter. Je peux avoir qu'une vision humaine des choses. J'ai pas le choix. Je peux pas avoir une vision d'ensemble. Les Chroniques de la Place Carrée, ça part pas d'un projet comme Zola avait un projet, effectivement, où il imaginait l'évolution d'une famille avec une forme de déterminisme, à la fois d'un côté vers l'ambition et puis de l'autre côté vers la dépravation et l'alcool, etc. Voilà. Lui, il avait cette idée-là en tête, qui était beaucoup guidée par certaines théories de l'époque. Moi, j'ai rien. Enfin, mon plan, il n'existe pas en fait. Moi, j'ai pas de. Je sais pas ce qui va se passer dans 2 ans et dans 3 ans. Et a fortiori, quand je commence les Chroniques de la Place Carrée, donc c'est-à-dire que j'ai situé une intrigue en 2019, le livre paraît en 2021, c'est-à-dire que quand je suis en train d'écrire le deuxième, il y a une pandémie mondiale qui s'installe, donc tout est remis en cause. Enfin, moi, tout est perpétuellement remis en cause, puisque je suis en train de raconter ce qui est en train de se passer. Donc je peux pas me permettre de dire mes personnages, ils vont suivre cette trajectoire, puisque le monde entier est en train de me prouver le contraire en permanence au moment de l'écriture et au moment de la préparation de ce que je suis en train de faire. Donc voilà, moi je me détache évidemment du déterminisme, puisque moi mon projet c'est un projet de chronique, et c'est pour ça que je l'ai appelé comme tel. Et la chronique, c'est la chronique année après année, sans plan préalable, c'est-à-dire on ne sait pas quand ça se finit non plus, puisqu'on est en train d'être juste le témoin de son époque. Le témoin et pas l'analyste de son époque. Je me garde bien de faire la moindre analyse, sauf par l'intermédiaire de certains personnages qui, eux, vont avoir leur vision de ce qui se passe, mais ce qui n'est pas forcément la mienne, et même parfois pas du tout la mienne. Mais en tout cas, j'essaye d'être le plus neutre possible dans mes livres, ce qui est évidemment complètement vain, hein, puisque on est tous guidés par des biais de lecture, des biais d'interprétation, un milieu social. Je n'ai pas la prétention d'être complètement neutre, mais j'essaie de m'en rapprocher. Alors, j'ai ensuite 2 questions qui peuvent être considérées comme wokistes. Est-ce que vous les prenez ou pas? Oui, c'est vrai. Ok, bon, très bien. Alors, bien sûr. Je ne vais pas résumer vos textes d'abord parce que je déteste ça. Je trouve que le résumé est quelque chose de tellement... bref. Donc, je ne résumerai pas vos textes, mais au regard de votre personnel narratif, j'ai donc cette première question woke. Est-ce qu'aujourd'hui, le héros d'un roman social est forcément une femme? Je veux dire, est-ce que l'héroïsme social aujourd'hui est un héroïsme féminin? Alors, je pense que oui, vraiment. Mais c'est pas moi qui le décide en tant qu'auteur, hein. C'est juste que moi j'ai essayé de mettre en avant, comme je le disais, je voulais pas de flic par exemple. C'est-à-dire je voulais pas le héros traditionnel du livre de roman noir. Donc je me suis posé la question de qui habitait dans ces quartiers défavorisés. Il suffit de regarder les statistiques, hein. Les quartiers défavorisés, ils sont peuplés majoritairement de femmes célibataires, de mères célibataires. J'insiste, de mères célibataires et pas de femmes célibataires. C'est vraiment des femmes, beaucoup. À côté de ça, moi j'avais envie beaucoup de parler de métiers qui sont invisibilisés. Qui pratiquent ces métiers invisibilisés? Ce sont des femmes.
Et ça, c'est pas moi qui le décide non plus. Si les ATSEM sont à 99% des femmes, c'est pas moi qui l'ai décidé. Si les infirmiers et aides-soignantes sont majoritairement féminins, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Je trouve que les métiers les plus ingrats sont pratiqués par des femmes. Et ça, c'est la société qui est de cette manière. J'espère que ça changera. Ça change petit à petit, heureusement. Et donc moi, mes personnages, en fait, je me dis pas, je vais créer un personnage de femme. Je me dis, je vais créer un personnage de tel métier. Et après, je vais sur place et je constate que c'est que des femmes. Donc, en fait, il s'avère que ça s'est passé un petit peu de cette manière-là, hein, au travail. Donc, c'est pas. Est-ce que c'est woke alors oui, c'est woke. C'est totalement woke de parler de gens dont on ne parle pas. Oui, ça évidemment. Mais par contre, le fait de mettre d'essayer de témoigner à la fois de la diversité sexuelle, de la surreprésentation sexuelle, c'est-à-dire il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui sont dans ces métiers-là, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que dans ces quartiers, il y a aussi beaucoup de populations immigrées ou enfants d'immigrés qui sont présentes, et ça c'est une réalité sur le terrain, quoi. Donc ça je m'en fais l'écho et je m'en fais le témoin. Tout simplement, c'est pas du tout un choix. Je n'ai pas rajouté des statistiques. Et par contre, je me pose toujours cette question au moment d'écrire, parce que mon pire cauchemar, c'est d'être irrespectueux, ou en tout cas d'appliquer mes biais moi sociaux de petit bourgeois qui vit dans ma petite banlieue au personnage dont je suis en train d'essayer de raconter la vie de la manière la plus juste possible. Oui, parce que Bon, deuxième question, que je vais pas. Ouais. Alors, deuxième question, mais là, parce que j'ai fini les 7 robes, évidemment, il y a 2 jours, alors je suis obligée de poser la question. Est-ce que le fait de mettre en avant la culture arabo-musulmane peut être lu et compris comme un geste politique ? Moi, j'ai appris plein de trucs, hein. Je veux dire, au-delà juste de l'aspect, comme on disait tout à l'heure, documentaire, etc. Voilà, je trouve ça absolument fascinant. Est-ce que c'est un geste politique ? Je pense que oui, d'autant plus aujourd'hui, d'autant plus en 2025, évidemment. Ouais, c'est que c'est une culture qui est sous-représentée dans la fiction, pour plein de raisons. Hein. Elle est présente dans certains arts, vous avez un peu dans le hip-hop, un petit peu dans le cinéma, enfin de manière un petit peu marginale, on pourrait dire, mais c'est nos voisins. Enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est nos amis, c'est une partie importante de nos villes, de nos quartiers, et en fait, c'est quelque chose qui est vraiment qui est vraiment sous-traité. Donc le fait, j'avais pas l'intention au début d'aller aussi loin dans cette exploration, mais en fait c'est le fait de fréquenter de plus en plus les personnes avec qui je travaillais sur la série, qui finalement de fil en aiguille, c'est moi aussi qui ai fait ce travail-là. C'est-à-dire que c'est pas que moi qui cherche à imposer au lecteur quelque chose, c'est que moi j'ai fait ce travail-là déjà à la base. C'est-à-dire que le fait effectivement de passer de Grégoire Courtois à Tristan Saul, c'est-à-dire d'aller à 200 mètres de chez moi et aller voir comment vivent mes voisins, ça aussi c'est un travail d'ouverture d'esprit, et puis à un moment donné de se rendre compte que peut-être ça serait pas mal de parler de ces gens-là qui habitent juste à côté de chez moi, plutôt que de parler d'aller faire une expédition sur l'Annapurna et puis de raconter comme j'étais génial d'aller au sommet. Ça pouvait être super, intéresser beaucoup de gens, sauf que c'était pas ce qui m'intéressait à ce moment-là. Ce qui m'intéressait à ce moment-là, c'était plutôt qu'il y avait un espèce de discours ambiant. Il y a toujours un discours ambiant de dépréciation de la religion musulmane d'une part, et des gens qui la pratiquent d'autre part, qui nous mènent à des horreurs, à des propos haineux, à des incompréhensions, à des absurdités. Et donc tout ça, ça me paraissait vraiment très très intéressant d'aller. Mais même pas, il n'y a même pas besoin d'aller loin, il n'y a même pas besoin de creuser quoi que ce soit, il y a juste besoin de discuter avec la personne qui habite à côté de chez vous, et lui dire, comment tu pratiques, est-ce que tu pratiques déjà, parce que le musulman n'existe pas,
Il y a des musulmans qui pratiquent de manière très différente. C'est ce que j'essaye de dire dans mes livres aussi, hein, c'est que il n'y a pas de déterminisme non plus. C'est-à-dire que effectivement, j'ai des personnages qui sont des personnages qui vont être des caïds qui vendent de la drogue et qui sont issus de la population arabo-musulmane, mais il y en a d'autres aussi qui font le même métier et qui sont pas du tout de la population arabo-musulmane. Et à côté de ça, vous avez aussi des gens qui sont dans cette même famille, des frères et des sœurs, dont l'un est dealer et l'autre est avocate, ou l'autre est artiste, etc. Et ça, c'est vraiment une réalité concrète aujourd'hui. La réalité concrète aujourd'hui, c'est que il y a un pourcentage de personnes qui sont intégrées, qui pratiquent leur religion et qui en même temps ont des métiers voilà, tout à fait honorables. Et c'est la grande majorité des populations immigrées ou enfants d'immigrés en France. Et ça, c'est un truc qu'on ne mesure pas parce que le coup de projecteur, il est mis souvent sur les exactions et sur des choses qui vont être minoritaires. Et ça, c'est tragique. Et effectivement, est-ce que c'est un geste politique de montrer la vraie réalité? C'est-à-dire que, et quand je dis ça, je le dis pas hors sol. Je le dis parce que ça fait 5 ans que j'écris ces chroniques, qu'il y a 5 livres et que j'ai des retours de lecteurs. Et des retours de lecteurs qui viennent me remercier de dire comment ça se passe dans les quartiers sans Kalachnikov. Parce que ce qu'on voit à la télévision, on peut s'imaginer que ce qui se passe dans un quartier défavorisé, c'est des coups de Kalachnikov toutes les 5 minutes, ce que c'est pas du tout le cas. La majorité de ce qui se passe dans les quartiers, c'est de la solidarité, c'est des gens qui vivent ensemble, c'est quelques conflits de voisinage éventuellement, mais c'est beaucoup d'amour et beaucoup de solidarité. Enfin voilà, effectivement il y a de la misère, effectivement il y a de la violence, plus qu'ailleurs, évidemment, plus que dans les quartiers voilà, chics. Ça, c'est une réalité qu'il ne faut pas nier non plus. Il ne s'agit pas d'être angélique, mais il faut quand même être précis et être concret. Et moi, j'essaye de l'être au mieux, de manière à effectivement témoigner de cette époque, de manière la plus juste, dire, ouais, c'est ce que ouais, juste, c'est le oui, terme, ouais, juste, proche, honnête, ouais. intègre possible. Honnête Ouais. parce que je pense qu'il y a beaucoup qui sont malhonnêtes en le faisant. Donc oui, honnête. Jeanne nous dit, hein, oui, marginal, représentation marginale et souvent caricaturale, hein, c'est clair. On passe peut-être au moment. Alors c'est bon, les questions woke sont terminées. On passe à la. C'était pas très woke. Hein, ouais, c'était. Bon, Ah ouais, j'ai fait ce que j'ai. Alors mais. ouais. Alors pourtant je suis pas quelqu'un de particulièrement politiquement correct, mais là voilà, je voulais pas vous voilà, j'en ai d'autres hein, si vous voulez, mais non. Alors. Passons maintenant, alors j'ai peut-être 2 questions cette fois-ci qui sont plus de l'ordre de l'anecdote d'écriture. Est-ce qu'il y a un tome plus qu'un autre qui a une histoire particulière, qui a été le plus retors à rédiger ou qui vous a demandé un engagement peut-être plus spécifique? Alors en fait, comme je disais tout à l'heure, Mathilde ne dit rien, donc le premier volume, je l'ai écrit très très vite. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, je vais faire une série, je vais faire un livre par an. Parce que c'était tellement facile que je me suis dit, ah super, je vais pouvoir faire ça tous les ans, faire mon petit bouquin en 2 mois, et puis ensuite travailler à d'autres choses que j'ai envie de faire, etc. Voilà. Donc ça, j'avais vraiment ça en tête. Et quand je suis arrivé sur Héroïne, qui est le 2e volume, qui est le volume de la pandémie aussi, là, je me suis confronté à quelque chose de très différent, parce que je me suis aperçu que c'était un coup de bol d'avoir réussi à écrire ce livre très vite, et sans quasiment avoir à retoucher quoi que ce soit avec mon éditeur. Enfin, on a retouché quelques trucs hein, sur Mathilde ne dit rien, mais c'était vraiment pas un travail de fond. Mais quand j'ai travaillé sur Héroïne, alors d'abord je me suis confronté à la réalité du terrain, c'est-à-dire que je raconte l'histoire d'une infirmière en période Covid. Moi je l'écris en 2021, le livre. Donc en 2021, on a encore les confinements, on a encore les hôpitaux qui sont bouclés. Donc comment je fais mon travail documentaire? Heureusement, j'ai des amis médecins qui me font rentrer dans les hôpitaux à une période où c'est quasiment impossible de le faire. Et donc là, je me confronte à un vocabulaire médical, à des outils, à des produits, à tout un tas de choses que il faut que j'assimile. Et c'est voilà. Donc là, franchement, Héroïne, ça a été retort pour plein de raisons. Parce que
quand je parlais de biais, alors on a des biais qui nous font voir la société d'une certaine manière et peut-être dire des âneries, mais alors on a aussi des biais qui nous font voir des métiers d'une certaine manière. Par exemple, la scène d'introduction d'Héroïne, c'est une scène d'admission aux urgences. Donc la scène d'admission aux urgences, je l'écris d'abord. Ensuite, j'ai des amis qui sont médecins et qui ont travaillé aux urgences, etc. Donc je leur fournis cette scène et je leur dis, voilà, est-ce que vous pouvez me dire s'il y a des détails que j'ai loupés, des choses qui vont pas, etc. Donc voilà. Et j'ai pas de nouvelles pendant un certain temps. Et je me dis, bah, qu'est-ce qui se passe, voilà. Et donc je les rappelle en disant, mais qu'est-ce qu'il y a? Et, bah, on n'ose pas te le dire, mais en fait, il n'y a rien qui va dans ton truc. T'as écrit n'importe quoi, en fait. Et effectivement, quand nous, on a une vision d'un métier, et d'autant plus quand c'est un métier qui est très connu, les urgences, c'est un truc qu'on a vu à la télévision 50 000 fois, des gens qui débarquent, qui sortent de l'ambulance, qui mettent l'intraveineuse, etc., machin, tata. Et on a l'impression qu'on peut le faire, et en fait, quand on l'écrit, en fait, on écrit que des clichés, on écrit que des âneries. Et là, on a commencé un vrai travail avec ses amis médecins, et Héroïne a été particulièrement difficile parce que il fallait que je fasse tout valider. Tout ce que j'écrivais sur le monde médical, il fallait que je le fasse valider parce qu'il fallait vraiment surtout pas que je fasse d'âneries sur un livre qui parle du monde médical, quoi. Enfin, qui parle vraiment de la pandémie, voilà, du travail d'une infirmière qui est pas une médecin, qui est une infirmière avec son binôme l'aide-soignante. Donc c'est des gens qui aussi sont pas des métiers qui sont beaucoup mis en avant. Donc si je les écrivais de manière inexacte ou incorrecte, c'était vraiment les mépriser, comme elles le sont déjà. Donc voilà, l'idée c'était vraiment d'aller loin. Donc Héroïne m'a donné beaucoup de fil à retordre. Donc pour cette raison-là. Et puis comme je l'ai dit tout à l'heure, et puis On aura vu la mer, donc qui est le 4e volume de la série aussi, que j'ai été obligé de réécrire de manière assez substantielle parce que j'avais fait des choix qui quand moi je les voyais sur le papier fonctionner, et quand mon éditeur m'a rappelé, m'a dit écoute, ça marche pas, quoi. Donc là, effectivement, quand on a ce type de commentaires, c'est pas il y a un petit truc qui marche pas, c'est quand il y a tout qui marche pas, il faut vraiment remettre tout sur le métier, et c'est vraiment compliqué, quoi. Donc c'est ces deux-là les plus difficiles à écrire, ça a été Héroïne et puis On a revu la mer, qui sont le numéro 2 et le numéro 4. Les autres se sont plutôt bien passés, et même les 7 robes, c'est pas un livre qui m'a donné le plus de difficultés. J'avais un bon travail documentaire avec Ouria, donc qui m'a vraiment donné des informations extrêmement précises et surtout qui était juste à côté, c'est-à-dire que je pouvais aller la voir dès que j'avais besoin, tout au long de l'écriture. Donc ça m'a permis d'avoir un premier jet qui était déjà très construit. Puis en même temps, c'était mon 5e livre, donc quand je parlais des trous à remplir tout à l'heure, quand je parle des trous à remplir, c'est parce que aussi les Chroniques de la Place Carrée, je me laisse peu de liberté, dans le sens où il faut que j'aille vite pour la rédaction. Donc au moment où je commence à écrire, le 1er janvier, j'ai déjà tout mon plan. C'est pour ça que je parle de trous à remplir, c'est parce que mon plan il est déjà construit, toute la narration elle est construite. Ce qui va venir ensuite au moment de l'écriture, c'est un enrichissement. C'est des choses qui peuvent nourrir ce plan, mais le plan va quasiment pas bouger. C'est assez rare. Il y a eu des moments où je me suis retrouvé bloqué parce que mon plan ne fonctionnait plus, il a fallu le refaire, etc. Mais ça a été assez rare. La plupart du temps, dès que je commence vraiment l'écriture, c'est nourrir, c'est enrichir ce qui est prévu sur le papier. Donc votre favori, c'est lequel? Si on en Moi, je garde dirais, un. en fait, j'ai 2 réponses à ça. J'ai la Oh réponse. bah merde, c'est que j'ai quand même mal formulé mes questions parce qu'à chaque fois je... Non, c'est une très bonne Nettoie. place. Oui. Non, Non, mais mais c'est c'est une compliqué. question un peu anecdotique. Oui, allez, c'est un peu, Ouais, c'est pas non. un peu une fausse Il y a question. Bon quelques voilà, si années, on en il y a garde quelques un. années, j'ai accueilli dans ma librairie, j'ai accueilli une autrice coréenne qui s'appelle Gong Ji-young, et je lui avais posé cette question. Et elle m'avait dit, je la reprends à chaque fois parce que ça m'a fait trop rire. Elle m'avait dit, moi je suis comme un vieux monsieur aux cheveux grisonnants. La plus belle, c'est toujours la dernière. Et il y a un peu de ça dans le travail d'écrivain, c'est-à-dire qu'effectivement, on a plutôt tendance à aimer le dernier qu'on vient d'écrire. Donc là, c'est un petit peu le cas.
Mais quand même, pendant très longtemps, et ça va peut-être changer, mais en tout cas pendant très longtemps, moi c'était Héroïne mon préféré de la série. À la fois pour l'aventure que ça a été, parce que c'était vraiment une aventure collective avec donc ses amis médecins dont je parlais, avec voilà, enfin, ce fait de pouvoir aller dans un hôpital, d'avoir ma blouse de docteur et tout ça, et puis d'aller suivre les infirmières et puis de leur poser plein de questions. Donc ça, c'était vraiment un truc qui était très très prenant et enfin, vraiment très enrichissant pour moi aussi. Il y a le côté stylistique de Héroïne aussi, qui est Oui, très cette alternance de particulier. points de vue, ouais, bien sûr. Ouais, qui est très Ouais, ouais. particulier. Et ça, c'est un truc que j'ai testé parce que j'avais jamais testé ce procédé auparavant et je me suis dit, bon, allez, je tente le coup, j'essaye de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qui était aussi très exaltant en le faisant et je trouve qu'il est plutôt réussi aussi. Et puis la construction narrative, c'est-à-dire que les personnages qui vont arriver, qui vont repartir, comment se monte l'intrigue, comment se montent les clins d'œil au cinéma, à la construction du cinéma. Enfin, il y a beaucoup de choses cachées dans Héroïne aussi que j'ai ajoutées au fur et à mesure des différentes corrections. Et donc ça, c'est ce qui fait que je trouve que c'est le plus riche, entre guillemets. Mais vraiment, avec les 7 robes, je suis très partagé entre les deux, quoi. Et je pense ils fonctionnent bien tous les deux. C'est une espèce de diptyque qui fonctionne. Bah, à la lecture, moi, je dirais les 7 robes pour le coup. Mais je vous dirai pourquoi Ouais. plus tard. Allez, on a presque fini. Ça va, Tristan Saul? Oui, je vous passe. Oui, oui, ça va. Ça Ok, va. très bien. Bon. Je parle de moi, hein, ça Très va. bien, ouais, ok, très bien. Ouais. Alors, question difficile, non, c'est pas vrai. En avril 2022, Libé consacre un articulé sur Héroïne, le deuxième tome donc de ce cycle romanesque, est conclu par une phrase qui est la vôtre, je cite: « J'aimerais bien voir grandir le jeune Idriss qui avait 10 ans dans le premier tome, cela peut donc durer un moment. » Nous avons en mars 2023 Lyon Républicaine qui signe un article que je trouve très bon, à l'enfant du pays que vous êtes, et qui termine un encadré par ces mots, je cite: « Tristan Saul signera jour encore nu à nouveau le 3e volume d'un projet qui pourrait en compter 8 ou 10. » Et enfin, en 2025, dans les remerciements donc du 5e tome des chroniques dont on vient de parler, les 7 robes, vous écrivez: vous faites des remerciements à chaque fin de bouquin aussi, c'est formidable, ça je trouve. Bon, bref. Et je dis, alors vous dites, pardon, merci à l'équipe du Cartanier qui, après toutes ces années, se penche sur mes textes avec toujours le même enthousiasme. Haut les cœurs, plus qu'un épisode, et on l'aura relevé ce défi. Donc, moi, ma question c'est, est-ce que c'est vraiment la fin ? Oui, oui, ouais, bien sûr. C'est la fin dans le sens où le projet, quand je lance le projet, j'appelle mon éditeur et d'abord, je lui dis c'est pas pour toi parce que ce genre de projet, tu pourras pas accepter que de sortir un livre par an. Parce que le Cartanier, je l'expérimente depuis 4 romans déjà, j'ai d'autres projets qui sont en cours avec lui, etc. Donc je sais que c'est un travail méticuleux qui laisse le temps aux auteurs de retravailler, qui vraiment, entre la remise du manuscrit et la publication du livre, il peut se passer vraiment plusieurs années. Donc là, je sais que moi, j'ai besoin d'un éditeur qui me suive année après année, puisque j'ai envie de faire ces chroniques qui vont vraiment témoigner de ce qu'on pourrait appeler les années Macron, voilà, le moment 2019-2029, grosso modo, j'ai ça en tête au début, je me dis ça va être 10 ans d'une chronique, voilà. Donc je sais que le Cartanier, voilà, voudra pas faire ça. Sauf qu'ils disent, mais si, bien sûr, on va le faire. Donc là, déjà, ça change les choses. Donc moi, je lui annonce, voilà, je veux faire 10 bouquins. Et donc, tout éditeur à qui on dit ça, il trouve ça génial. Ça, vraiment génial, évidemment. Mais quel éditeur a suffisamment d'épaules et de conviction pour vraiment aller au bout du projet? Ça, je ne sais pas s'il y en a beaucoup, à part le Cartanier qui m'a suivi. C'est pas la décision du Cartanier de faire moins de livres. D'abord, moi j'ai une première réflexion qui était de dire, effectivement, je pensais au personnage d'Idriss,
Et le personnage d'Idriss, dans ma tête, la série allait se terminer quand il allait quitter le quartier, c'est-à-dire quand il allait quitter le lycée. Donc moi, ça a déjà restreint un petit peu puisque ça faisait 9 ans. Ça faisait qu'il quittait le lycée, donc ça faisait 9 volumes jusqu'à ce qu'il passe son bac. Donc déjà, on n'était plus à 10, on était à 9. Donc j'ai commencé à construire un plan à 9. Quand je dis construire un plan, c'est que j'essaye de voir les échéances électorales, tout ce que j'ai prévu, ça a foiré, de toute façon. Parce que même si on s'imagine que dans 2 ans, il va se passer ça et que ça va être important, en fait, c'est pas important. Moi, ça a été le cas, par exemple, de l'élection présidentielle de 2022. 2022, je commence à me dire, quelques années auparavant, ça va être la campagne présidentielle, ça va être important. Marine Le Pen va être très haut, il y a même de fortes chances pour qu'elle soit élue. Ça va être le vrai sujet de 2022. En fait, le vrai sujet de 2022, c'est l'invasion de l'Ukraine. La campagne électorale, elle passe complètement à la trappe. Macron est réélu de manière un petit peu anecdotique et tout le monde s'en tape. Donc on est un peu dans ce... Et donc ça remet complètement mes plans en cause. Donc à chaque fois, je suis obligé de réécrire mes plans. Donc ça pour dire que j'en arrive à un moment donné où j'essaye quand même de construire autant que possible un plan à long terme, même si je sais que ça peut bouger. Et puis rapidement, à partir du 4e volume, je me dis, voilà, est-ce que ça vaut vraiment le coup de tirer Est-ce que il va pas y avoir un effet de lassitude dans le projet qui est, même si j'essaye de renouveler à chaque fois, je renouvelle le style, je renouvelle les environnements socio-professionnels, mais on est toujours sur la place Carrée. Dans le 4e, j'essaie de les faire sortir, on va un petit peu ailleurs, etc. Donc il y a des choses comme ça où j'essaie de bouger, mais je sais que ça va pas pouvoir durer éternellement. Donc je préfère revoir mes ambitions et faire quelque chose de plutôt concis, c'est-à-dire les 5 volumes là tels qu'ils sont écrits sont déjà un projet vraiment copieux en termes de socio-narratif, on pourrait dire, et ensuite terminer avec un 6e volume qui bouclerait les boucles, c'est-à-dire un 6e volume qui serait pas un volume comme les autres, qui serait un peu quelque chose qu'on pourrait pas vraiment lire si on n'a pas lu au moins quelques-uns des autres. Voilà. Bon. Ouais, c'était un peu l'idée. D'où ma dernière question. Ouais. Évidemment, on est entre nous, il n'y a personne là, vous avez compris. Ouais, je ne suis personne, voilà, donc je peux vous poser cette question. Est-ce que vous allez donner le nom du personnage qui sera mis en avant dans le dernier tome des Chroniques? Alors déjà, j'ai pas commencé à l'écrire, comme j'ai dit. J'ai pas commencé à l'écrire, et en fait, franchement, je pense qu'il y aura pas de personnage principal. Je pense que vraiment, c'est quelque chose qui va être plutôt choral, parce qu'il y a plein de boucles à boucler, en fait. Tout à fait. Voilà, c'est un peu le dernier, ça peut pas être comme les autres. Enfin, ça pourrait l'être, mais voyez, à chaque fois que j'en écrivais un, de toute façon, tout le monde pensait que c'était le dernier. Donc, c'est toujours intéressant de lire les commentaires, voilà, sur les sites ou même pour certains journalistes ou autres. À chaque fois que je publiais un nouveau livre de la série, tout le monde était convaincu que c'était le dernier. Et donc, c'est que ça fonctionne, même comme ça déjà. Même si j'arrêtais maintenant, peut-être ça fonctionnerait. Tout simplement comme un ensemble. Mais moi, je sais que j'ai envie de faire ce 6e volume, qui est un volume qui boucle les boucles, qui est vraiment pour que voilà, pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, il y en a quelques-uns quand même qui sont accros et qui ont envie d'une conclusion, pour qu'ils comprennent peut-être que c'est un seul livre et que c'est pas 6 livres. Parce que j'aimerais bien qu'on voit ça comme un seul livre. Parce qu'il y a des intrigues qu'on peut suivre dès le premier et dont on va voir un petit développement dans le 2e et un petit développement dans le 3e. Il y a plusieurs fils comme ça qu'on peut suivre dès le début, qui sont pas indispensables, qui permettent justement de lire les livres indépendamment. Mais j'espère que effectivement, quand j'aurai terminé, on pourra considérer que les Chroniques de la Place Carrée, c'est un seul livre et pas 6. Alors, moi, ce que je peux vous dire en tous les cas, c'est que je les ai lus complètement dans le désordre et que même dans le désordre, ça se tient magnifiquement. Moi, c'est ça que j'ai trouvé, assez balèze parce que c'est arrivé au fil de mes commandes, en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et comme on s'est contacté il y a 15 jours, donc en fait, j'ai été très vite. Voilà. Et donc, en fait, j'ai un peu culpabilisé en me disant, bon, je prends pas le tome 1 après le tome 2, après le tome 3, etc. Mais ce que je trouve fascinant, c'est que ça se tient
en ayant lu voilà, les tomes de manière complètement, une fois encore, hétéroclite, euh, eh bien ça se tient très bien. Meda78 dit oui, alors le cycle doit se tenir pour qu'il n'y ait pas de trou d'air. Je pense qu'elle fait un petit jeu de mots. Je parlais de musique expérimentale tout à l'heure. Je crois qu'on a un petit clin d'œil ici. On passe à la troisième partie, si vous le voulez bien. Il est déjà 22h05. Ça fait 1h32 qu'on échange. Il me reste 3 petites questions. J'ai appelé cette troisième partie l'après-chronique. On y vient déjà. Vous voyez, on parle du dernier tome, etc. Du dernier tome, pardon. Votre œuvre littéraire aujourd'hui, si on la considère comme un ensemble et pas seulement si on prend en considération chronique, est hybride. Elle commence donc par, elle commence par Trou d'air en fait, si on vraiment voilà. Ensuite, elle continue par Grégoire Courtois et ses textes dystopiques. Elle continue par Tristan Saul et son cycle de romans noirs. Comment vous comptez résoudre cette dichotomie, cette hybridité? À supposer évidemment que vous souhaitiez la résoudre, mais si les chroniques se terminent, forcément Tristan Saul disparaît. Comment ça va se passer? Alors en fait, le temps de l'édition est pas exactement le même que le temps de l'écriture. Ouais. Ouais, parce que j'ai écrit des choses qui sont pas publiées, qui avaient vocation à être des œuvres de Grégoire Courtois avant que je me lance dans les chroniques, hein, j'en parlais tout à l'heure. Donc ça, c'est des œuvres. Il y a 2 romans qui me tiennent à cœur particulièrement, qui sont écrits déjà, hein, qui mériteraient d'être très largement révisés et en tout cas réactualisés avec l'expérience que j'ai maintenant de 5 romans de plus, 6 quand je vais vraiment m'y remettre. Donc c'est quand même quelque chose. On évolue en écriture aussi, on évolue en maturité littéraire. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien reprendre et j'ai commencé à le reprendre d'ailleurs. Ce qui fait que c'est des problématiques qui étaient mes problématiques d'avant les Chroniques de la Place Carrée. C'est-à-dire que j'étais vraiment parti. Alors, Les Lois du Ciel, ça paraît bizarre comme ça parce que c'est un roman d'horreur, on pourrait dire. Et pourtant, c'est un roman qui est très personnel puisqu'il parle beaucoup d'enfance. C'est des enfants. Et ça parle de ma région, ça parle beaucoup de mes souvenirs aussi, ça convoque beaucoup de mes souvenirs. Donc il y a des choses comme ça. Moi, je fais jamais d'autobiographie à proprement parler. En revanche, il y a beaucoup de moi, évidemment, dans mes livres, dans la fiction. Je les cache, mais je m'en sers. Et puis, parfois, il y a des scènes complètes qui sont des scènes qui me sont arrivées. Et donc, j'ai exploré pendant une dizaine d'années, je dirais, ce qui a représenté plusieurs œuvres et 3 romans. J'ai exploré cette introspection, ce plongeon dans mes souvenirs par l'intermédiaire de ces 3 romans, donc, dont le premier était Les Lois du Ciel, mais il y en a eu 2 autres, écrits auparavant d'ailleurs, hein, enfin, c'est pas forcément dans l'ordre, hein, mais en tout cas, ces romans-là, j'aimerais bien y revenir. C'est de la fiction, mais c'est de la fiction qui est un petit peu plus dérangeante, un petit peu plus complexe, un petit peu plus voilà. Donc ça c'est un truc qui est inabouti encore. Donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à me projeter dans l'après, parce que pour moi l'après, dans un premier temps, c'est déjà écrire un roman de Tristan Saul qui s'appelle, qui est le 6e volume hein, déjà. Donc ça c'est déjà le gros projet, qui est pas pour tout de suite, et ensuite c'est éventuellement me remettre sur ces 2 projets, ou peut-être un seul, je sais pas exactement. Il y en a un que je veux publier, c'est certain, l'autre c'est pas sûr. Mais voilà, ça m'emmène quand même dans un certain nombre d'années. Donc tout ça, donc tout ça il y a fait un que après. Voilà, il y a un après. Alors il y a un après. L'autre chose qu'il faut pas oublier non plus, c'est que pendant que je fais tout ça, je fais d'autres choses. C'est-à-dire que j'écris des textes qui sont plus courts, moins ambitieux, que je donne parfois. Hein. J'ai écrit plusieurs textes pendant ces 5 dernières années que j'ai donnés sur scène ou que j'ai fait. Voilà, enfin, c'est des choses non plus. Je m'arrête pas d'écrire non plus pour faire les Chroniques de la Place Carrée. Je fais aussi plein d'autres choses. Qui vont, si on les met bout à bout, pourraient faire des livres aussi. Hein. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui m'habite, qui me lâche pas et qui. Donc pour parler on en avait un peu vaguement parlé en off justement, c'était que j'écris les Chroniques de la Place Carrée la nuit, mais peut-être que le jour aussi, je peux être amené à écrire des choses qui sont complètement différentes. Et voilà. Moi, j'ai un exemple très précis, c'est le moment où j'écris Mathilde ne dit rien, donc qui est le premier volume des Chroniques de la Place Carrée. Donc on est en début 2020.
Vraiment, j'écris tout avant le premier confinement. Je m'interromps au moment du confinement parce que c'est une telle stupéfaction que j'écris plus rien en fait. Je fais partie de ceux qui n'ont pas écrit pendant le confinement, contrairement à beaucoup d'autres qui se sont mis à écrire à ce moment-là. Donc moi j'avais écrit Mathilde avant, et pendant Mathilde ne dit rien, donc j'ai écrit très rapidement, donc en janvier-février 2020, j'écris un autre texte qui est Combattant des rues, que j'ai mis en ligne aussi, qui était un feuilleton sur le jeu vidéo. Et donc ça, c'est un truc que je fais en même temps, qui est aussi assez conséquent quand même. Et ça, c'est un truc et je m'explique pas encore comment j'ai pu, pendant seulement ces 2 mois, produire l'équivalent de 2 romans finalement, quasiment. Donc tout ça pour dire que les choses s'arrêtent jamais en fait. Moi, j'ai un processus d'écriture qui est long, où parfois je peux produire un texte que je vais mettre en ligne le soir même, mais parfois je peux écrire à quelque chose et que je vais reprendre que 5 ans plus tard. Ça m'arrive assez fréquemment de reprendre un vieux carnet et puis de le continuer. Donc voilà, enfin, c'est des choses que j'envisage pas les phases d'écriture dont on a parlé là. C'est pas quelque chose de prémédité, et c'est surtout quelque chose que je peux pas imaginer autrement que rétrospectivement. C'est-à-dire que là, ok, là on peut le dire, on peut l'analyser, on peut dire voilà, il y a eu cette phase-là, mais au moment où je le fais, C'est pour moi, constitutif, oui, c'est ça. ouais, c'est C'est comme absolument, ça. c'est beaucoup Naturel, trop quoi. abstrait, quoi. Ouais, Enfin, ouais. ouais, C'est comme ça, quoi. Voilà. ouais, Voilà. Merci, Tristan Saul. J'ai une dernière question, c'est la plus dure. ouais, Ouais. plus près. Quand est-ce qu'on sait qu'on est écrivain? Euh, Alors on pourrait dire qu'on l'est jamais vraiment ou qu'on l'est toujours, mais moi, à titre personnel, vraiment, j'ai réalisé ça à partir du moment où j'ai eu des articles dans la presse nationale, quoi. Alors c'est pas une définition, hein, parce qu'on peut être écrivain sans jamais rien avoir, hein. C'est pas la question, hein, mais en tout cas moi, je me Ouais. suis ressenti comme tel à partir du moment où les gens qui trouvaient que mes livres étaient bien, c'était pas seulement mes copains. Ouais. Ok. Après, ça veut pas dire que j'écrivais mal, hein, quand j'avais pas d'article dans la presse nationale. Mais ça veut juste dire que moi, je me considérais comme un artisan modeste voilà, du quotidien, où je faisais ça. Ce que je vais peut-être redevenir, hein, à un moment donné, moi je sais que c'est constitutif de ma vie et de ma pratique, et que je cesserai jamais, peu importe que j'ai un éditeur, que j'ai pas d'éditeur, que j'ai des lecteurs, pas de lecteurs, c'est pas la question. Mais en tout cas, le moment où on se ressent vraiment, c'est ça. Et c'est le moment où, effectivement, on est invité dans une librairie, dans un festival, là où on nous traite comme un auteur. Mm. Alors que nous, on n'est pas plus. Enfin, on n'a pas. Alors, heureusement, je suis libraire. C'est-à-dire que ça me permet quand même de revenir sur Terre. C'est-à-dire que de faire des paquets cadeaux et d'encaisser des gens et de rendre la monnaie. Donc, parce que libraire c'est très glamour, ok, mais c'est quand même beaucoup de trucs très pratiques, et c'est quand même beaucoup de gens en face de nous qui ont pas un auteur en face de vous. Enfin, les gens ils sont là et ils veulent leur bouquin, et puis ils veulent que. Enfin, on est des commerçants, et enfin, il y a des trucs qui nous ramènent sur Terre. Moi, ça m'arrive souvent d'avoir des chocs thermiques comme ça quand je reviens de festival, et que le lundi matin, je me retrouve dans ma boutique, et que voilà, on m'engueule parce que le bouquin il n'est pas arrivé à temps, etc. Et donc, il y a des choses comme ça où il y a des espèces de chocs thermiques où la veille, tout le monde disait vous êtes merveilleux, c'est super, je veux une dédicace et tout. Donc voilà, c'est c'est bien, je pense, c'est bien aussi d'avoir ce genre de choses. Mais en tout cas, pour moi, être auteur, pour l'instant, c'est une espèce de mi-temps, quoi. C'est un boulot à mi-temps. C'est que, mais écrire, c'est différent. Écrire, c'est permanent. Mais être auteur, c'est plus un statut social, on pourrait dire. Ok. Bonne réponse alors. Le chat a été extrêmement poli ce soir. Ils ont écouté ça avec
beaucoup d'attention, beaucoup de religiosité. Le live sur YouTube n'a pas fonctionné en dépit de la journée que j'ai passée pour essayer de tout configurer, malheureusement. Je vous remercie, Tristan Saul. On va s'arrêter ici. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je ne sais pas si le chat a des questions ou pas. Je ne sais pas si le chat est encore vivant ou pas à 22h15 sur une chaîne de niche comme la mienne. Tout le monde dit c'était intéressant, c'était passionnant. Bon, bah écoutez, formidable. On va s'arrêter ici. Tristan Saul, j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé un bon moment et que mes questions n'ont pas été ni trop obtus, ni trop justement thermiques, comme vous disiez tout à l'heure. Tout le monde vous dit merci. Merci, monsieur Saul. Merci, c'était vraiment très bien, etc. Si Elmamat a une question, est-ce qu'on en fait une dernière rapport avec... Ah oui, parce que Elmamat, il est monteur, il est vidéaste, donc forcément, il a une question sur le cinéma. Envisagez-vous une adaptation possible des Chroniques ? Alors, à titre personnel, non, parce que moi, je suis pas cinéaste. J'aurais voulu l'être quand j'étais petit, mais je sais que c'est un peu foutu maintenant et que mais en tout cas, il y a eu des velléités qui sont comme toujours quand on a un roman qui fait un peu parler de lui, on a des gens qui souhaitent s'y intéresser. Pour l'instant, il n'y a rien de concret. Mais en tout cas, moi, je serais incapable de les adapter. Moi, j'aimerais beaucoup que quelqu'un s'en empare pour en faire quelque chose. La difficulté, c'est que ce sont des... Alors, je pense que ce serait difficile d'adapter les chroniques, puisque c'est quelque chose sur le long terme, où on a des personnages qui grandissent ou qui vieillissent. Donc c'est assez compliqué d'adapter l'ensemble des chroniques. En revanche, adapter l'un ou l'autre des romans, ça c'est tout à fait possible, puisque chaque roman est indépendant et peut fonctionner d'une manière. Mais bon, le cinéma c'est un peu... tous les écrivains aimeraient avoir leur livre adapté. D'abord pour l'argent, évidemment. Et puis ensuite pour effectivement l'exposition que ça va donner à leur livre. Mais très peu sont élus et très peu ont cette chance. Et puis beaucoup sont déçus aussi. Moi, je suis suffisamment versé dans... j'ai fait suffisamment d'analyses de films, etc. pour savoir qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'une adaptation soit fidèle. Ouais, c'est ça. Donc ça, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je suis plutôt décontracté avec l'idée de laisser une liberté créative à un réalisateur ou une réalisatrice. Mais ensuite, on attend que les gens se manifestent. Voilà, Mamat, t'as ta réponse. Merci Tristan Saul, on va en rester là, si vous voulez bien. Je vous enverrai un petit mail tout à l'heure de remerciements en off. Je vais couper notre conversation sur Discord, et je vais revenir sur notre scène principale. Merci beaucoup Tristan Saul, bonne continuation et merci d'avoir pris du temps pour échanger sur votre pratique et votre œuvre. Je coupe. Au revoir. Merci. Au revoir, merci.